Moi, il y a deux choses qui m'animent au quotidien. C'est cherche l'évolution et pas la perfection. Okay. Il vaut mieux fait que parfait. Et en même temps, il vaut mieux pardon que permission. Et ça, je l'applique beaucoup aux enchères. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo, un podcast, même MDB Talk, on parle entre marchands de biens. Et aujourd'hui, Benjamin, je suis là pour le Cercle et je suis avec Sébastien, qui est avec nous, cofondateur du Cercle, et puis Amani, une éminente membre du Cercle, marchande de biens, entrepreneur, enfin, tu vas tout détailler tout ça. Très content d'être avec vous deux aujourd'hui pour discuter pendant... le temps qu'on aura, pour discuter de tous les sujets, je dirais sans filtre, cash, comme on le fait à chaque fois, en toute transparence. Et puis, je te propose peut-être que tu nous commences par un peu ton parcours. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Où tu habites? C'est quoi, Mani, ton histoire? En fait, toujours on dit notre présentation, normalement, selon comment on présente, c'est nos priorités, entre guillemets. Du coup, je suis maman, déjà, la première casquette. Très bien. J'ai une petite fille qui s'appelle Maya, bientôt 11 ans. C'est un peu mon rayon de soleil. Voilà, je pense que la tienne aussi. Elle s'appelle Maya aussi. Moi, c'est Mia. Il y a un A mais c'est presque pareil. Très cool, très cool. Ouais. Et du coup, voilà, je suis maman, je suis femme. J'ai un chéri qui m'accompagne tous les jours dans mes projets. D'ailleurs, il est là tout le temps pour, quand je suis en déplacement comme aujourd'hui, qu'il est là pour Maya. Parfait. Mon parcours, je suis une bonne élève tout au long de mon parcours. J'ai déjà eu de bonnes notes. J'ai fait classe prépa et après j'ai fait école d'ingénieur. J'ai fait thèse de doctorat, mais pas du tout tout ce qu'on va raconter après. Hein. C'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas l'immobilier. Dans quoi? Plutôt ingénieur en génie électrique. Et j'ai fait une thèse de doctorat en micro et nanotechnologie, en salle blanche, développer un capteur pour détecter la qualité des eaux. Et ma première casquette, je suis enseignante universitaire, que c'est plus le cas depuis 2 ans. Voilà. C'est vrai que c'est peut-être pas commun dans les parcours, parce que on est une marchand de biens. Alors, quels sont les anciens métiers? Il y en a plein, mais celui-là, je crois que c'est la première fois qu'on a une doctorante et enseignante chercheuse. Et c'était il y a combien de temps? En fait, il y a 2 ans que j'ai arrêté. C'est juste, c'est venu petit à petit d'arrêter l'activité. C'est que je me suis lancée dans l'immobilier en parallèle que j'enseignais, que mon métier, ça m'aidait beaucoup. Et au fur et à mesure, j'ai créé les sociétés. Et à un certain moment, il faut faire le choix. Je me suis mise à mi-temps. Et après, c'était très dur de faire le choix. Hein. C'était un fardeau. Je me rappelle septembre d'il y a 2 ans, j'ai décidé. Et en même temps, enfin, je faisais de la formation en parallèle. Et je me suis dit, je vais voir, j'espère que l'univers me donne des signes que j'ai fait le bon choix. Et je me rappelle, j'avais fait un webinaire, j'ai encaissé un an de mon salaire. Et il me dit, bingo. C'est les bons signes du destin. C'était un peu le signe, entre guillemets, c'était un peu le côté financier, qui est important quand même, parce qu'on va parler quand même beaucoup d'argent. Mais en même temps, moi, j'adore mon métier. Hein. C'est pas du tout un fardeau. J'adorais discuter avec les étudiants. Voilà. Pardon, je suis obligée de le dire. En effet, parce que je suis toujours... en fait, entre guillemets, si jamais je reviens à zéro, je me dis, c'est pas grave, je retrouve mon métier. Quoi. Ouais. Et par contre, je le retrouve dans la formation d'adultes, parce que j'adore beaucoup transmettre tout ce que j'apprends. Et du coup, j'ai récupéré un peu cette passion que je fais dans l'enseignement supérieur, mais plutôt dans la formation d'adultes, dans ce que je fais aujourd'hui. Et si ça peut t'aider, hein, Benjamin a eu aussi beaucoup de mal à passer les étapes pour un moment tout quitter et arrêter complètement. C'est pas évident, c'est un fardeau très lourd. C'est compliqué, tu fais un peu le deuil de tout ce que tu as créé, et puis surtout quand tu t'investis, je pense comme toi, dans un métier où tu vas si loin, parce que... C'est pas que plus neuf, du coup, j'ai pas un doctorat, moi, mais c'est un métier où j'ai beaucoup fait de formation, etc. Tu as fait beaucoup d'études, tu es longtemps, tu as bossé, tu fais de la recherche, une thèse, c'est pas rien. Et pour te dire, entre guillemets, j'abandonne tout ça et tout ce que j'ai fait... à un moment donné, tu dis ça sert à rien en fait. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour rien. Mais finalement, je pense que non. En fait, je pense que c'est pas perdu, c'est transformé. Ouais. Parce que finalement, la persévérance des classes prépa, je la vois aujourd'hui dans mon métier parce que je travaille tout le temps. Le côté geek, entre guillemets, du coup, j'ai un peu le côté de prendre rapidement les outils et de donner un côté analytique par rapport aux personnes qui ont développé les outils. Du coup, finalement, c'est pas perdu. Et en même temps, le côté enseignement et pédagogie, finalement, en fait, je le retrouve dans les formations. Vous allez voir demain au Workday ou après-demain, est-ce que je suis pédagogue ou pas, pour ceux qui sont là dans les membres.
Et en même temps aussi, le côté recherche. Finalement, j'ai toujours le côté, en fait, je ne prends pas une information comme ça. Il me faut une suite logique pour que ça passe. Et d'où le fait que parfois, les avocats, je les harcèle. Oui, mais en fait, expliquez-moi, 1 + 1 = 2. Juste me dire les choses comme ça ne passe pas. Ok. Voilà, du coup, finalement, le côté chercheuse aussi, c'est un outil. Finalement, tout ce que j'ai vécu en tant que chercheuse, je l'applique aujourd'hui dans le métier de marchand, d'entrepreneur, parce que je ne suis pas que marchand aujourd'hui. Bah, on va en parler. On va parler de ces multiples casquettes. Et tu es de où? Tu habites où? Ah oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, je me suis arrêtée. En même temps, il ne faut pas oublier à fermer les parenthèses, parce que je m'éparpille rapidement. Ouais, c'est très bien comme ça, c'est bien. On a tendance aussi à dévier un petit peu des sujets. Moi, j'habite à Toulouse et je suis tunisienne d'origine. Du coup, cet accent, c'est un mix entre toulousain et tunisien. C'est joli, c'est chantant. Voilà. Et tu habites à Toulouse depuis quand? En fait, j'ai fait mes études à Marseille. Et après, avec mon chéri, on a fait la même école d'ingénieur. Et on s'est dit, le premier qui trouve un boulot, l'autre le suit. Et mon mari, il est ingénieur en aéronautique. Du coup, forcément, il fallait chercher la thèse à Toulouse. Voilà. Du coup, voilà. De le fait que Toulouse, on s'y plaît très bien. On a construit tout autour de ça. Et j'aime bien la ville. Elle est à 2 heures de l'Atlantique. Elle est à 2 heures de la mer Méditerranée, des montagnes. J'aime bien. Il y a des avions pour aller partout? Tout à fait aussi. Très bien. C'est facile pour aller en Tunisie? Pas faux. 1h30. Bon. C'est plus simple d'aller à Beauvais, mais bon. Pour info, les Workdays passent à Beauvais. Les Workdays. Le bureau du cercle. Très bien. C'est un parcours de guerrier pour arriver jusque-là. Toulouse-Paris, je crois que c'est compliqué dans tous les cas. Ouais, pas faux aussi. Ok. Et du coup, comment on en vient à passer du génie électrique et des nanotechnologies à l'immobilier? Alors, tout s'est tourné vers 2017, autour d'un café, dans le labo où je travaillais. Je travaillais dans un grand labo à Toulouse. On est 700 personnes. Je ne connais pas tout le monde. Et c'était à la pause café après le repas, avec un collègue à moi. Et il s'est rejoint un autre collègue que je ne connaissais pas, mais il connaît mon collègue. Du coup, on parlait, parce que nous, les doctorants, on est un peu les esclaves des labos. On est là le week-end, on est là jusque tard, et on râlait de notre salaire de fonctionnaire. Même si les banques aiment bien, mais derrière, c'est pas un très bon salaire, quoi. Et lui, il a dit, en fait, j'ai mis en place 2 appartements pour ma retraite. Donc il avait investi, lui? Voilà. Ok. Et ça a duré 5 minutes. Je lui dis, en fait, t'as eu un héritage? Pourquoi? Parce que je viens avec le mindset d'une Tunisienne étudiante qui vient sur place. Mes parents sont entrepreneurs, qu'ils ont investi en immobilier. Par contre, toujours cash. Parce que les taux en Tunisie, c'est plus que les taux avec la Caixa. Hein. c'est vraiment... on achète l'immobilier cash. Et du coup, en fait, avec mon état d'esprit, je lui dis, tu as eu un héritage ou bien c'est plutôt un don familial ou autre. Il a dit, non, j'ai fait valoir le levier bancaire. Moi, je m'en rappelle, le levier bancaire, c'est du chinois pour moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, je me rappelle, cet après-midi-là, je n'ai pas travaillé. Mes compétences de chercheuse, c'était sur impôts.gouv et le BOFIP. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on travaille quand même des week-ends. Mais voilà, cet après-midi-là. Et je commence à avoir une roadmap qui est vraiment claire. Je me dis, en fait, c'est simple. Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Une fois que tu mets en place la roadmap, tu te dis, mais en fait, c'est un acheminement d'étapes. Et je suis allée voir mon banquier, ingénieur en aéronautique et aussi enseignante universitaire. Tous les témoins sont ouverts. J'imagine. Et en même temps, c'était à l'époque du taux différentiel que moi, je ne connaissais pas. On avait déjà la RP. Du coup, en fait, on me dit c'est un truc de fou. Je me rappelle, 2 mois après ce café, j'avais déjà le premier appart. J'ai trouvé déjà le premier appart. Donc ça s'est fait, tout s'est joué à la machine à café, quoi. Mais entre midi et 2, avec ma gamelle, mes sandwichs dans les visites, je pose des jours de congé quand l'agent immobilier ne peut pas me proposer le week-end ou bien entre midi et 2 ou en fin de journée. Et j'ai fait énormément de visites. Mais je ne sais pas combien j'ai sur le compteur à l'époque en termes de visites. Et aussi, j'avais mon mari à la maison qui ne comprenait pas. Mon mari me dit, mais en fait, je ne vois pas qu'est-ce que tu cherches. On est les 2 cadres. On a une fille, on voyage toutes les vacances. Qu'est-ce que tu veux? Et attention, on est sur la communauté, j'ai besoin de sa signature. Du coup, il fallait le convaincre. Du coup, voilà, il me laisse faire, mais il n'est pas content. Il n'est pas content et c'est mon premier frein, entre guillemets. Du coup, je trouve le premier appart. Je lui dis, il faut qu'on signe le compromis. Et le premier appart à 5 minutes de la maison. Je me dis, si jamais il y a quoi que ce soit, c'est moi le plombier qui va régler les dégâts des eaux, c'est moi le tout, voilà. Ouais, tu veux tout faire. Ouais, mais j'ai évolué au fur et à mesure en état d'esprit, voilà. Et je m'en rappelle, ce compromis-là,
J'ai tapé sur la table et j'ai exigé toutes mes conditions. Et mon mari, il était comme une balle. Il suivait un match entre moi et les deux notaires. C'était un compromis tournant. Il me dit, mais en fait, c'est des hommes de loi. Tu négocies quoi? Qu'est-ce que tu parles? Tu te rends compte de ce que tu dis? On sort, on signe pas. Et devant le notaire, il me dit, s'ils reviennent vers toi, tu as une carte blanche de ma part. Je dis, attends, je filme. On reprend ce que tu as dit. Et j'ai la vidéo jusqu'à aujourd'hui. Rodi, il me dit, on vient de faire un compromis, finalement on signe pas parce que madame, elle a fait, je veux pas rembourser le prorata de taxe foncière, je veux pas rembourser de machin, je veux pas mettre de séquestre, voilà. Il me dit, si on revient vers nous, eh ben en fait, ta carte blanche de ma part. 3 jours après, ils sont revenus. Il dit, bon ben bingo. Tu l'avais mis dans ta poche. Voilà. Et à l'époque, du coup, tu démarres... tu as cette discussion, mais comment tu fais pour apprendre les rudiments, de savoir est-ce que c'est rentable, pas rentable? En fait, mais rapidement, tout est sur les réseaux. Hein. Objectivement, la personne qui veut passer à l'action en investissement immobilier, le puzzle, il est dépareillé sur les réseaux. Une personne qui a une certaine logique, elle regarde tout, elle a ses fiches, et finalement, l'acheminement, il est très clair. Mais rapidement, hein, ça m'a fallu de l'auto-apprentissage rapide. Ouais, en étant autodidacte et... Ouais. Un peu énervé. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'avais le côté, mais en fait, mon collègue l'a fait. Alors, je me suis dit la même chose. Hein. On a la même situation. Ouais. S'il a pu faire, je peux le faire. Pourquoi pas moi, quoi. Oui. S'il a pu faire, je peux le faire. Ouais, mais on en revient souvent au mindset et aux gens qui sont très motivés. Alors, je pense que tu as une vitesse d'implémentation qui est bonne en ayant fait les études que tu as fait. Enfin, tu apprends vite, tu comprends vite, tu mets en application. Et c'est vrai que tu es typiquement le genre de personne qui est en capacité d'aller sur tout type d'activité et très vite la comprendre et très vite la mettre en application. Je mets de la nuance à ça parce que tout est disponible, mais tout le monde ne l'implémente pas aussi vite que toi. En fait, c'est simple et pas facile. Hein. Je t'ai vu faire aussi dans le cercle, donc tout le monde va pas aussi vite dans la façon de le comprendre, la mise en application, et tout le monde n'a pas le même besoin de validation en fait. Et toi, je vois que dès le locatif, t'es parti très très vite, quoi. Oui, Ouais. en fait, c'est que moi, je laisse pas du temps à mon mental qui me dit tout et n'importe quoi. L'action me calme. Et du coup, directement, à partir du moment où les témoins sont ouverts, ben, je teste et je vais. Je me rappelle, mon premier locataire, c'était la personne qui m'a contacté dans l'annonce fictive. Ah Ouais. oui. Oui. Trop Et qui m'a payé directement. En fait, je me rappelle, hein, c'était un Airbusien, un ingénieur qui travaille chez Airbus, et il voulait un appartement meublé, nickel. Il met juste ses valises le temps qu'il cherche une autre maison. Il vient de vendre sa maison. Il m'a payé 5 mois d'un coup, et moi, c'était le jackpot. Hein. T'imagines, en fait, c'est que tu es en gros l'intermédiaire dans tout ça. J'ai cherché la bonne affaire, j'ai trouvé le banquier pour financer, tout 110%. Mon chéri, en 15 jours, il a tout mis en place, la cuisine, la peinture et tout. Et après, je l'ai mis en location et j'encaisse 5 mois de loyer. C'est impressionnant. Et j'avais 650 € de loyer par mois en face de 380 € de mensualité. Oui, ça. Puis la première opération qui se passe bien donne envie de continuer. En fait, tous mes j'ai- invests locatifs, j'ai fait que des bonnes opérations. Après, j'ai un côté aussi négociatrice agressive aussi. Du coup, j'ose. Le nombre d'offres que j'ai données, j'ai essuyé des refus, hein, mais je m'en fous. Et donc, du coup, on est en 2017. Tu commences comme ça par l'investissement locatif. Combien de temps ça te prend pour arriver à... Et j'enchaîne pratiquement, je suis à 3-4 biens par an. J'enchaîne avec le taux d'endettement différentiel, je fais que des bonnes choses. Ben finalement, mon taux d'endettement diminue au fur et à mesure qu'on avance. C'est ça. En fait, c'est impressionnant. Ça, moi, je me rappelle avoir compris ça. J'ai dit, oh alors là, mais j'avais l'impression d'être vraiment... que ça fusait dans le cerveau, quoi. Ouais. Le taux différentiel, plus j'achète, moi je suis endetté, c'est incroyable, etc. Et ouais, c'est ça, ouais. Ça marchait comme ça, Et mon chéri me dit, mais en fait, les impôts, tu vas voir les impôts. Et Zéro, du coup, que dalle. Et en même temps, il avait peur des impôts, tu vas voir les impôts. Et en même temps, quand on a eu, il me dit, en fait, finalement, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Ah, il avait des doutes quand même. Il avait des doutes. En fait, mon chéri, par contre, on est très complémentaires. Hein. Dans les travaux, le check-in, le côté ingénieur aéronautique, c'est vraiment au centimètre près. Justement, j'allais te dire, comment tu gères? C'est que des investissements où il y a des travaux à réaliser et du coup, tu te fais ton réseau d'artisans ou alors c'est justement ton chéri qui met ça en place petit à petit Au départ, en fait, c'est que j'avais peur des travaux. Et je voulais un appartement qui est très proche de la maison, à 5 minutes de la maison. C'était fin de défisque. Il n'y a pas grand chose à faire. J'ai changé la cuisine, un peu la salle de bain, la peinture. C'est juste pour se démarquer par rapport à la copro. En fait, ces types d'appart sont très bien comme premier achat. Il n'y a pas grand chose à faire. Mon chéri, il a le côté manuel.
Il est aussi en parallèle mécanicien. On l'appelle le chirurgien de la mécanique. Il fait avec les gants et tout, parce que quand tu le vois, tu te dis pas que c'est un mécanicien auto. Et du coup, c'est lui qui a tout fait en 15 jours. Et moi, j'adore comment il fait les choses. Il fait très bien, mais en même temps, finalement, j'ai pas de facture. Et là, j'ai avancé au fur et à mesure sur ce level-là. Juste après cet appartement, j'achète 2 appartements. Et là, c'est ma meilleure affaire. 2 appartements où il y a tout à refaire. Et c'est en même temps à 150 km de chez moi. Et c'est là où j'ai trouvé les cours d'artisan, où j'ai développé les cours d'artisan. C'est là aussi où j'ai évolué mon mindset. Il ne faut pas que c'est mon chéri qui met la main dans la pâte. Il faut plutôt que j'ai des factures pour défiscaliser, pour tout ce level-là. Mais le premier, en fait, j'ai tout appris au fur et à mesure. J'ai fait des erreurs, mais ces erreurs, en fait, ils sont minimes quand même par rapport aux résultats et le cash flow que j'avais en face. Voilà, il n'y avait pas énormément de travaux. Et en même temps, c'était du LMNP. Tout ce qu'on achetait en meubles, cuisine ou autre, on l'amortissait quand même. C'est plus le temps passé, la main-d'œuvre. Et du coup, tu as enchaîné, donc tu dis 3-4 biens par an. Donc 2017, tu as enchaîné des biens que tu as achetés avec au fur et à mesure. Tu avais de l'expérience, donc tu as mieux fait. Tu as délégué un peu pour les travaux, etc. Oui. Il y a le Covid. Et peut-être même jusqu'au Covid, toi, tu as continué. Alors, moi, jusqu'au 2022. Ok. Voilà, j'ai continué jusqu'au 2022. Voilà, 2022. À fond. Par contre, j'ai suivi la fiscalité. Et je me rappelle quand j'ai entré dans... Parce que c'est bien quand on est dans l'action, mais en même temps, à un certain moment, tu as les factures, tu as les déclarations, tu as ton comptable. Il faut suivre aussi ce côté administratif. C'est sûr. Et c'était un peu ma bête noire. J'avais l'impression que j'avais une grande montagne d'administratif, une grande montagne de comptabilité. Je me dis, en fait, comment je fais avec tout ça? Et j'ai appris petit à petit. Et c'est un peu, ça vient, je travaille beaucoup sur tout ce qui est visualisation. Je me dis, en fait, je vais entrer dans la petite porte. Et au fur et à mesure que j'avance, j'ai les petites neurones qui s'illuminaient. Et j'apprenais au fur et à mesure. Et c'est comme ça que je voyais les choses. Et une fois que je voyais les choses de cette manière-là, en fait, bizarrement, j'arrive à les comprendre. Et ça te faisait moins peur, tu le faisais du coup? Ah mais en fait je le faisais et je décortiquais tout et je le vois. Même quand je vais voir mon comptable sur des choses que je comprends pas, je me forme avant et j'ai quelques mots techniques comme ça au moins. Il se dit j'ai quelqu'un devant moi qui connaît les choses, je vais pas dire des bêtises. On en parle souvent de toute façon des grandes étapes. Quand tu as une montagne devant toi que tu sais pas comment l'aborder, de commencer à essayer de le découper, de voir un peu... on en parle en marchant sur les membres du cercle ou quand tu fais tes objectifs dans ta boîte, de découper par année, par trimestre, puis ça te donne des actions à mettre immédiatement en place parce que sinon c'est injouable, surtout quand t'aimes pas. Et j'ai suivi au fur et à mesure aussi du coup notre LMNP. Je voulais pas sauter en LMP. C'est très bien le LMP, mais c'est par choix, je voulais rester en LMNP. Et du coup, je savais à partir de combien de biens il faut que je passe en SILIS, il faut que ça soit dissocié de notre impôt sur les revenus. Et c'est venu petit à petit. Et toujours autodidacte avec des connaissances. Toujours autodidacte. Par contre, à ce moment-là, je commence à adorer les séminaires et aussi j'investis sur moi. Je commence quand même à avoir l'ouverture d'aller vers les autres. Ouais, ce que j'allais dire, parce que tu apprends seul, avec ce qu'il y a sur les réseaux, des comptables, en rencontrant d'autres entrepreneurs. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, on parlera de moments où je te rencontre, mais je me souviens de te voir quand même dans beaucoup de séminaires, en tout cas de te voir sur les réseaux. T'apparais 6 mois avant qu'on se rencontre, nous. Je commence à te voir un peu partout. Comment tu prends ce goût à aller dans les séminaires, te former ou alors juste échanger, parce que c'est pas forcément que se former dans les séminaires? En fait, c'est venu au fur et à mesure quand j'ai commencé déjà de se mettre sur les réseaux. C'était octobre 2020, ma première vidéo sur le 20 octobre 2020. Je te rappelle le jour. En fait, je m'en rappelle très très bien parce qu'en fait, moi, c'est une autre étape dans ma vie. Ok. C'est contre-intuitif en plus. Ces réseaux sociaux. Et je m'en rappelle, j'ai accompagné beaucoup de personnes autour de moi. Depuis que j'ai appris, je me dis, mais en fait, il faut passer à l'action. Le labo, en fait, je faisais des réunions. Mais il faut que vous passiez à l'action. Mais vraiment, en fait, il y a des personnes. Il y a des personnes qui me disent, mais en fait, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Tu vas voir, tu t'endettes. Et en même temps aussi, dans le labo, il y a beaucoup de communautés musulmanes, parce qu'on est quand même de profils qui sont chercheurs. Et finalement, il y a aussi le regard par rapport aux intérêts de point de vue croyances religieuses aussi. Du coup, il y a en fait tout ce côté-là. Et j'ai encaissé. Mais je me dis, c'est pas grave. Si ça peut convertir une ou deux personnes, c'est très bien. Alors parce que ça, c'est vraiment une étape, je pense, que tout le monde a à un moment dans sa carrière. Je pense, c'est le fait de vouloir, de voir que c'est accessible, que c'est pas si compliqué. Et qu'en fait, tu as envie de convertir tout le monde à ta façon de voir les choses en disant, mais vous allez tous sortir en fait d'une problématique que vous avez, de frein. Sauf qu'en fait,
globalement, tu perds 80% des personnes à qui t'en parles. Et je dirais même, il y a des gens qui te tournent le dos derrière. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Ouais. Alors moi aussi, pareil, peut-être ça parle derrière ou dans les coins, mais j'ai senti surtout que des personnes qui n'ont pas fait, qui te conseillent, qui ne sont pas passées à l'action, et que j'ai essayé un peu de filtrer les personnes qui sont là vraiment, qui ont de l'expérience et qu'ils apportent un retour constructif. Eh ben, j'essaye de l'écouter. Par contre, les autres personnes, ben, en fait, soit j'écoute et après je me dis bon ben avec tout amour, nos chemins ne se croisent plus et chacun il reste dans son côté et voilà. Oui, Je suis d'accord que Mais ça, j'ai appris petit à petit au moment où ça devenait chronophage pour moi et finalement ce que je voulais donner et transmettre, finalement ça me retournait. Ouais. Je pense que tu as deux choses. Tu as le fait que c'est négatif et du coup, toi, ça te met pas forcément des doutes, mais ça te met des peurs, des craintes. Et tu sais pas trop. Voilà, tu te dis, mais mince, mais pourquoi ça bloque? En fait, c'est plus des peurs pour eux que pour toi, parce que toi, tu sais que tu vas y aller, tu as compris et tu avances. Et surtout, tu as l'impression d'être un peu en dehors du cadre, d'être un peu exclu du système et de te dire, mais mince, de toute façon, je peux pas rester dans cet environnement-là, parce que cet environnement, enfin moi en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé. En restant dans cet environnement-là, je vais je vais me bloquer en fait. Il faut que j'en sorte. C'est peut-être ça qui t'amène à une décision après de te dire, je vais me lancer définitivement. En fait, le cheminement se fait étape par étape, non? Moi, ce que j'ai mis en place, ces personnes-là, de toute manière, il y a une séparation naturelle qui vient tout simplement. Hein, que tu vas voir finalement, juste d'aller chez les gens pour des dîners ou autres, de parler météo, ça m'intéressait plus. De parler, je veux bien qu'il y a quand même un centre d'intérêt. Même si parfois mon chéri il me dit bon s'il te plaît si on y va tu ne parles pas immobilier s'il te plaît parce que tout le monde ne te comprend pas et ça peut sortir des choses. Voilà, et en même temps j'ai appris petit à petit aussi ça sort les blessures des gens hein, parce que finalement s'ils peuvent pas passer à l'action c'est pour X raisons. Et je me suis dit, les personnes qui toquent ma porte, c'est là où je donnerai mon énergie pour les pousser, parce qu'ils ont déjà le pas vers l'avant et ils ont juste besoin d'un petit amorçage. Et là, je sais que ça va décoller, ça va partir. Les personnes que finalement, ils ont encore le mindset qui n'est pas prêt, ça sert à rien de dépenser l'énergie pour. Non, on est d'accord. C'est vrai qu'il y avait ça. Moi aussi, à un moment donné, j'étais en croisade pour essayer de convertir tout le monde, mais pourquoi vous le faites pas? Puis au bout d'un moment, tu t'épuises presque à le faire. Et comme dit Seb, finalement, ça te met même toi-même des peurs ou des doutes. Ouais, tu te dis, mais est-ce que en fait, je suis le seul à être en dehors de ce cadre-là? Est-ce que même si ça marche pour moi, est-ce que en fait, je vais pas me retrouver seul sur le chemin de ça? Et c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est ça c'est là où je voulais savoir, est-ce que c'est ça qui t'a amené du coup à rentrer dans des séminaires, dans des... Alors dans les séminaires, c'est juste que je suis assoiffée à l'information. Du coup, à un certain moment, j'ai besoin d'échanger avec des personnes que finalement ils ont fait le même parcours, on se comprenne. Et en échangeant, on le sait très bien, il n'y a pas mieux que quand on est dans une atmosphère un peu décontractée, qu'on apprend le maximum des choses. Et j'ai passé par les séminaires et j'ai appris aussi, finalement, même les masterminds, entre guillemets, quand on est un petit groupe, qu'on part quelque part, c'est là où on partage les tips, les meilleurs tips, et c'est là où il y a le vrai partage derrière, et la personne, elle n'a pas la peur de caméra ou micro ou autre pour te donner un tips par rapport à son vécu, ce qu'elle a fait. C'est là où c'est venu les séminaires. Mais en même temps aussi, grâce à mon partage que j'ai fait passer beaucoup de personnes à passer à l'action dans ceux de mon entourage, c'est eux qui m'ont poussé aussi à aller sur les réseaux. Du coup, finalement, en fait, il y a deux côtés, un bon côté et un mauvais. De le fait que je me dis, si j'arrive déjà à mettre la graine dans 2 personnes parmi 100, en fait, ça me fait quand même plaisir. Et ces personnes-là, l'unanimité, m'ont dit, en fait, t'as un côté de vulgariser les choses. Je donne aussi des tips un peu en tunisien par rapport à la fiscalité et autres pour un peu donner un côté humoristique. Ils m'ont dit que tu peux passer pour aider plus de personnes. Et c'est là où je me retrouve sur les réseaux, sur Instagram, à mettre des vidéos au départ, gérer bien votre argent, assainir votre relation avec l'argent, parce que finalement, en fait, c'est la base. Hein. C'est un peu tout ce qu'il faut faire. Et moi, je me mets à nu par rapport à l'argent au fur et à mesure que j'avance. J'avais les croyances par rapport aux millions, au fur et à mesure on l'a sauté, on avait les croyances par rapport aux centaines de millions, et c'est une évolution en fait, même pour ceux qui nous regardent, je pense nous tous, on a passé un peu ces échelons petit à petit. Mais chacun a ses barrières et ses limites à un moment donné, on a toujours des nouvelles qui nous empêchent d'aller plus haut et de péter le plafond de verre. Ouais, exactement. Ouais. D'aller plus loin. Et je me retrouve avec les vidéos sur Instagram et la communauté, et c'est là où je suis passée vers une autre phase.
C'est ça, parce que là, tu faisais une vidéo presque tous les jours, je crois, si je me souviens bien. Alors, ça, c'est après. C'était Mais après. par contre, au départ, oui, il y a un an, j'ai fait un challenge 365 jours de défi live. C'est ça. De défi live. Ça, c'était une très, très belle expérience. Mais au départ, je me suis dit, tous les dimanches, je fais une vidéo. Je fais une vidéo explicative selon ce qu'ils m'ont demandé. Je parlais beaucoup. Je disais même pas que je suis investisseuse en immobilier. Je parlais mixte tunisien, français, comme on parle au quotidien en Tunisie. Et au départ, Instagram, c'était plus pour l'objectif, c'est d'aider les gens gratuitement. C'est juste que je mets la puce à l'oreille. 3 semaines, en fait, je suis la première à parler de l'argent dans la société tunisienne. C'est un sujet tabou, comme en France. L'argent, on ne parle pas facilement d'argent. Et mes vidéos ont été partagées par plusieurs influenceurs à plusieurs millions. Et je passe de 800 abonnés à 10 000 en même pas un mois. Ça ferait rêver pas mal de gens sur Instagram. C'est une avalanche. En fait, c'est impressionnant. Et j'avais aussi le syndrome d'imposteur, parce que finalement, pour moi, je suis l'enseignante universitaire dans mon coin. À côté, je fais de l'immobilier, ça me va très bien, c'est un statut hybride. Ça m'intéresse beaucoup, parce que moi, depuis que j'étais petite, je me vois une femme d'affaires de fou. Par contre, je suis née dans un environnement d'entrepreneurs. Mon grand-père, c'est un grand entrepreneur tunisien. Ma mère, c'est une femme d'affaires. Par contre, ma mère, elle avait le côté pro qui primait par rapport au côté famille. Et du coup, je me dis, non, moi, je serai là pour ma fille. Jusqu'au jour où je me dis, le choix de ma mère, que je suis très reconnaissante parce qu'elle a fait de son mieux. Par contre, moi, je serai là, je vais essayer d'équilibrer. Et c'est en ce moment-là que c'est venu l'immobilier à un switch, que ça ressource l'entrepreneuriat que moi, j'adore. Mais en même temps, je suis là pour ma fille. Oui, tu te rends compte que... Parce que tu réfléchis que locatif à ce moment-là, non? Que locatif, ouais. Et locatif par contre avec entrepreneur. Hein. Locatif, j'aime bien aller bien faire les appartements, faire bien les annonces, aller vers les locataires, le côté business plan, la banque. En fait, je le joue comme une entrepreneuse d'avoir une société de fou. Et du coup, à ce moment-là, par contre, tu es autour de chez toi, du coup, tu arrives à quand même pouvoir peut-être amener ta fille à l'école, aller la rechercher, être là tout le temps. Ça... C'est ma priorité. C'est ma priorité, ma fille, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, mon premier pourquoi c'est moi et le deuxième c'est ma fille. Et en gros, tout tourne autour d'elle au quotidien. S'il faut, j'arrête tout et je suis focus sur ce qu'il lui faut pour le moment. Alors là, tu as dit un truc que j'aime bien dire parce que c'est le premier focus, c'est toi et ensuite c'est ta fille, parce qu'il y a tellement de gens qui disent je fais tout ça pour mes enfants, et d'ailleurs c'est souvent ceux qui font rien. Et parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'on fait ça pour nous. Et que bien sûr dans nous il y a nos enfants et c'est plus, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois, tu vois. J'ai dû prendre de grandes décisions dans ma vie perso et pro, hein, vous l'avez su forcément dans le cercle, vous êtes au courant, et j'ai dû choisir faire des choix professionnels, mais du coup là les enfants forcément étaient dans cet équilibre, mais d'abord je fais tout ça pour moi, pour ma passion, pour ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de leur laisser. Mais c'est moi qui ai envie de leur laisser. Eux, ils s'en foutent. Ils veulent leur papa. Ils veulent pas de l'argent. Ils veulent pas des maisons ou des immeubles ou ce qu'on veut. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une présence, quelqu'un qui est là. Et donc, voilà, ce que je voulais relever, c'est l'hypocrisie des gens qui disent je fais ça pour mes enfants, je fais ça pour. Et c'est vrai, mais je pense que c'est dans un second temps et pas dans le premier temps. Alors, je vais peut-être me faire haïr, désolé. Non, mais moi aussi, comme toi, hein, voilà, principalement pour moi, parce que le challenge, ça m'anime au quotidien. C'est ça, en fait, tu le fais parce que tu kiffes. Tu le fais pas. Quelqu'un qui serait dans la misère, je sais pas où, dans un pays pauvre, qui dirait qu'il part à l'autre bout du monde pour envoyer de l'argent. Là, j'entends. Pour aller faire un boulot qui l'anime pas et pour qui c'est très difficile, etc. Là, j'entends que oui, très clairement, il se sacrifie pour sa famille. Ça, j'entends. Nous, j'ai pas l'impression que c'est ça. On fait ça par kiff, sinon on mettrait pas autant de temps et d'énergie à ça. Et voilà, bon, fin de la parenthèse, mais j'ai bien aimé. C'est tellement rare d'entendre ça que. Non, mais moi, je le dis. Hein, moi, je le dis toujours. C'est moi. Parce que finalement, quand je suis bien, ma fille, elle le saura. Hein. Ce que j'allais dire, c'est que en fait, c'est un peu compliqué d'aider les gens ou de leur faire sentir que tout va bien quand toi tu vas mal, en fait. Exactement. Moi j'étais soignant, quand toi tu vas pas bien, c'est difficile d'aider les autres. Et c'est pareil comme ça. On dit souvent dans l'avion, il faut mettre d'abord son masque si jamais ça dépressurise avant de mettre celui des autres, mais c'est pas pour rien, souvent. Et du coup, tant qu'on est dans l'équilibre vie pro, vie perso, c'est un truc moi qui me passionne aussi. Enfin, je pense qu'il nous passionne un peu tous. On a tous des emplois du temps très chargés. Comment tu gères ça? Est-ce que tu as mis, avant de revenir sur ton parcours, comment tu as géré ça? Comment tu le gères encore aujourd'hui pour t'assurer d'avoir ce bon équilibre qui vous correspond en fait?
Tout tourne autour de ma fille, parce que ça reste mon rayon de soleil, et j'ai de la chance d'avoir une fille qui est pleine d'énergie. Et je pense que c'est comme elle est au quotidien avec moi aussi, elle a développé un état d'esprit, un mindset entrepreneur, hein, même si elle ne voudra pas être entrepreneur. Et je me dis toujours, hein, parce qu'en fait, on travaille toujours sur nos croyances limitantes. Et le jour où elle me sort, en fait, j'en ai marre de votre immobilier, je me dis, hop, on arrête tout, on freine, c'est pas le but, c'est pas l'objectif. Ils font ce qu'ils veulent, hein, mais ouais. Et en même temps, je lui dis, tu n'es pas obligé d'être dans l'immobilier plus tard, mais en même temps, tu sais que tu auras un patrimoine que tu vendras pour que tu démarres ta vie dans tout ce que tu veux. Je sais, son côté artistique, voilà. Du coup, son côté artistique, j'essaye de lui mettre dans plusieurs ateliers, qu'elle découvre plusieurs choses. On met en place un challenge pratiquement tous les mois. Je lui fais découvrir un atelier. Par exemple, il y a 2 jours, on a fait céramique. Et je le fais avec elle, parce que ça nous permet aussi de faire les liens ensemble, mais en même temps, moi aussi, c'est un atelier lâcher prise. Les mercredis, ces activités, tu vois, par exemple, je la dépose, c'est moi qui la dépose le mercredi à l'école, et comme c'est demi-journée, eh ben j'ai un café, comme un workshop, enfin un workspace, je reste travailler, pas loin. On mange ensemble et après je l'amène dans l'autre activité. Du coup, ça me permet de faire quand même mon travail, mais en même temps d'être là pour elle. Quand je ne suis pas là, j'ai de la chance que mon mari, c'est un papa poule. Et en même temps, j'apprécie beaucoup, parce que beaucoup de personnes, comment tu gères les déplacements? Mais finalement, en fait, ça permet d'avoir du temps pour eux seuls, les deux. Et ça permet qu'il y a quand même une vraie relation qui s'installe entre papa et fille. Et c'est important pour les deux. Du coup, il gère très bien mon chéri. Et ça, c'est arrivé aussi, par exemple, que les deux, on est en déplacement. On a de la chance d'avoir les familles à côté. Du coup, mes frères, mes sœurs, aussi mes parents. Ou sinon, mes beaux-parents, ils se déplacent pour la garder. Et encore, je dis que même si dans des conditions pareilles, c'est plutôt la communication, l'échange. Voilà, maman, papa, ils sont pas là. On va faire un voyage. On fait des voyages en couple seul. Elle le sait très bien. C'est important pour notre couple. Et en même temps, pour elle, elle passe du temps avec la famille. Ouais, alors, je voulais cette question justement pour ça, parce que beaucoup de gens ont des freins à cause de croyances limitantes, de dire je peux pas faire de l'entrepreneuriat parce que mes enfants c'est tout pour moi. Mais oui, les enfants c'est tout pour tout parent, je pense. Je pense. Il y a pas de voilà, enfin peut-être pas tout le monde dira. Mais bon, on va pas citer le truc. Mais le truc c'est de dire, comme tu viens de dire, c'est que c'est aussi bien d'avoir des moments que avec maman, des moments que avec papa. Et je pense que tout entrepreneur qui travaille beaucoup, le vrai sujet c'est que comment tu t'organises autour de tout ça. On en parlait hier avec tes parents, justement. C'est vrai. Et papa de dire... va à la maison, on en discutait. Ouais, c'était marrant. Comment tu fais tes horaires? Il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire. On fait de notre mieux. Et en fait, je pense que quand la compétence de savoir s'organiser quand on veut des vies comme ça à 100 à l'heure, parce qu'on n'a pas fini ton parcours, mais tout le monde va le voir, l'accélération qu'il y a derrière, c'est important d'être très organisé, de prioriser et d'avoir des vrais instants au moment où c'est important. Je sais que moi, c'est comme ça que je fonctionne, vraiment exactement comme ça. Et aujourd'hui, voilà, je sais que j'ai jamais passé autant de temps avec mes enfants, parce qu'en fait, être soi-disant là, et puis en fait, s'occuper de son linge, regarder la télé ou être au téléphone avec des amis, ou tout simplement avec des amis et pas avec sa famille, t'es là et t'es absent. Enfin bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus pendant des heures, mais c'est vrai que c'était important pour dire qu'on peut être entrepreneur et papa ou maman sans aucun problème, et que je dirais même que c'est plus facile d'être vraiment présent, parce que même pour nous, comme tu parlais de lâcher prise, ça fait du bien à un moment d'être avec ses enfants, de couper le téléphone et de s'obliger en fait à le faire, parce que ça nous permet vraiment de se libérer, tandis que quand t'es un peu dans ta routine quotidienne et que tu fais toujours la même chose, très vite tu laisses tout le monde faire ce qu'il a envie de faire dans la maison et tu passes pas de moments ensemble, quoi. Après, mon chéri, il est très avenant dans ce côté-là, et on a mis en place comme des rituels. Tu vois, par exemple, moi je leur dis, je sais quand je suis dans l'action, moi je suis quelqu'un qui est très persévérant. Et d'ailleurs, si tu dis à mon mari c'est quoi ma qualité, il va te dire la persévérance au travail. Je sais que je suis trop dans l'action. Du coup, je leur ai dit, il n'y a pas de souci, tirez les drapeaux rouges. Je le prends pas mal. Quand ma fille me dit, bon ben là, maman, t'abuses, ça fait un moment que t'es pas là, voilà. Ben, c'est pas grave. Ben, en fait, promis, je finis ce déplacement et on fera, vas-y, choisis une activité ou autre. Et c'est plutôt la communication, ce qui permet de ne pas enterrer les choses, et que finalement, ça développe une croyance que c'est dommage, j'aurais pu l'éviter. Aussi, mon chéri, il a mis en place un rituel, c'est que tous les mois, on a un week-end en famille, que c'est une fois c'est moi qui l'organise et une fois c'est lui qui l'organise. Et Maya, elle peut être dans l'organisation et l'autre, c'est une surprise.
Et quand je dis, oui, vous vous permettez d'avoir des week-ends, attention, hein, ça peut être dans une cabane perchée à côté de la maison, hein, et ça peut être juste une sortie pour un brunch, ça peut être juste une balade forêt. C'est chacun comment il fait, il faut pas rajouter des moyens par rapport à ça. L'objectif, c'est une déconnexion et un moment de famille. Et on sait que voilà, c'est un moment qui est important pour nous. Alors, du coup, pardon, excuse-moi. Bah non, moi j'allais dire que c'est du temps de qualité, je trouve qu'il faut. C'est la qualité qu'il faut. C'est la qualité qu'il faut plutôt que la privilégier. quantité, parce que des fois, en fait, comme tu l'as dit, t'as beau être là, si t'es pas présent dans le moment, je veux pas faire des discussions philosophiques à 2 balles, mais c'est bien d'être là et du temps de qualité, c'est plus important pour tout le monde, je pense. Alors du coup, pour comprendre ça, donc voilà, fin de la parenthèse, on va dire, sur l'équilibre, mais c'est important, je pense, parce qu'on parle beaucoup ici à des entrepreneurs qui, des moments, ont cette peur de se dire est-ce que c'est faisable. Très clairement aujourd'hui je le vois, et dans tous les membres qu'on peut avoir, c'est faisable pour tout le monde, et encore une fois chacun y trouve son équilibre par rapport à son mari, sa femme, ses enfants, sa vie, comment il la conçoit. Et donc du coup là on est à peu près on est en 2021 2020, c'est là où ça démarre vraiment le côté communauté et réseau, voilà, et ça se développe petit à petit, et j'avais le syndrome d'imposteur, parce que comme je disais, j'étais une enseignante universitaire. Pour moi, j'avais pas la légitimité. En fait, je suis en train de partager mon parcours, pas forcément de te dire fais tac 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 un acheminement. Et je me rappelle, j'avais un cahier Instagram. Les gens, ils m'envoyaient des audios, des 10 audios pour des situations. Je fais du coaching one-to-one juste dans les messages Instagram, hein. Du coup, j'écoute, j'écris au fur et à mesure la situation pour que j'oublie pas, fais ceci, fais cela, et j'avais les retours qui sont magnifiques. Mais au fur et à mesure, les red flags à la maison, c'est un truc de fou. Même pour moi, Instagram, ça prend énormément de temps. J'avais besoin de ce côté légitimité, mais en même temps, à un certain moment, même pas un mois, je me suis dit non, c'est une très très belle expérience. J'aime bien que ça continue, mais pour que ça continue, comment faire ? Il faut monétiser. Ça permettra d'avoir un équilibre. Alors, moi, j'ai vécu un peu la même chose, et en fait, tu te rends compte qu'il faut monétiser. Moi, je suis allé sur Instagram pour acquérir à l'époque des gens pour qu'ils rentrent dans le cercle. C'était comme ça que ça s'est fait. Mais par contre, Instagram, comme tu dis, c'est plus qu'énergivore. C'est quelque chose qui est... c'est du one-to-one, les gens s'identifient à toi, il y a énormément de questions qui arrivent, et en plus, comme tu dis, c'est quelque chose qui est vraiment kiffant, c'est-à-dire que tu aimes, tu fais, tu donnes, mais c'est vraiment épuisant pour toi, ta famille, tes amis, tout le monde, parce qu'en fait, tu es tout le temps absent. C'est un truc qui est vraiment... et c'était un vrai choix, moi, de transformation petit à petit, d'Instagram Seb à Instagram Cercle MDB, en fait, parce que en fait je voulais que ce soit l'image du cercle, et d'ailleurs ces podcasts en sont la preuve, c'est-à-dire qu'on parle pas de moi, on parle pas de Ben, là on parle de toi. Et en fait, le but, c'est vraiment de passer à une autre étape, parce qu'on se rend pas compte. Soit tu es influenceur et tu fais que ça, c'est ton métier. Et soit à un moment, tu peux pas te faire avaler comme ça sans qu'il y ait un business à côté qui te permette de développer d'autres choses. Parce que sinon, en fait, tu arrêtes, c'est trop fatigant, trop énergivore. On parlera par rapport à ce côté cercle. Parce que moi, le travail que je fais sur mon Instagram, c'est plutôt du personal brand. Ouais, c'est ça. Et on en parlera après, parce que toi, t'es parti vers le côté corporate. J'étais personnel, cercle. et je suis parti. J'ai fait la transition pour retourner sur l'image de marque, en fait, parce que c'est quelque chose de très compliqué à faire en deuxième étape, parce c'est pas évident. Parce que ta communauté, elle tue pas pour la marque, elle tue pour toi. Donc c'est un mélange un peu des deux que tu arrives à mettre au fur et à mesure. Mais bon, sachant que moi, ça n'a jamais été un truc où je voulais avoir je sais pas combien de personnes. L'objectif était toujours d'avoir des gens très quali avec qui discuter. Dès qu'il y avait quelqu'un qui c'était des choses pas quali, je disais bon, laisse tomber, va voir un tel. C'est plus ta façon de voir les choses. On revient aussi au nombre d'abonnés, ça veut tout et rien dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Moi aujourd'hui, j'ai beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais en même temps, il faut pas oublier que je suis entre 2 pays. Le taux d'engagement, il est pas du tout pareil. Il y a beaucoup de côté énergivore, même si les gens sont là, mais pas tout le monde il est engagé pour aller encore plus travailler sur lui, parce que l'immobilier, c'est un marathon, il faut que tu travailles sur toi. Et ben, en fait, même si moi je te montre, c'est en gros, je te donne tous les ingrédients et la recette, et si toi tu te bouges pas pour aller dans la cuisine et mettre en place les choses, ben ça s'arrête là. Du coup, pas tout le monde il est prêt. Il y a des personnes qui sont juste, qui ont le plaisir d'écouter, ils ont le plaisir qu'il y a une personne, parce que je suis femme tunisienne d'une communauté, du coup il y a le côté fierté, mais parfois ça s'arrête juste là.
Et alors du coup, parce que du coup, tu développes Instagram, tu commences à le monétiser. Et comment tu passes l'étape en fait, j'ai envie de te dire, après la location, quoi. C'est quoi l'étape d'après ? En fait, c'est que moi, au fur et à mesure, quand j'ai démarré en immobilier, c'est là où c'est venu aussi. J'ai optimisé le patrimoine en Tunisie. En fait, j'ai dit à mes parents, en fait, vous faites pas de l'immobilier, vous êtes en train juste de faire un placement. Du coup, j'ai fait sortir les locataires, j'ai fait assainir les locations, j'ai mis en place les locations. Et au départ, ils ne voyaient pas. Ils me disaient, mais en fait, tu te crois en France, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même chose. Et moi, je m'en rappelle, chez mes parents, il y a des appartements hauts qui sont meublés, qui sont nickel, c'est juste à notre disposition. Et pourquoi ne pas le mettre en location courte durée ? Ma mère, non, il ne faut pas me mettre mes appartements. Je lui dis, écoute, ok, pas de souci, je monte, je prends les photos, je mets l'annonce. Je lui dis, bon, bah écoute, il y a déjà une première réservation, un couple suédois, je crois, qui vient de faire le tour de la Tunisie en vélo. Non, hors de question. Je lui dis, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est réservé. Ils viennent, ça s'est très bien passé. Ils lui ont même laissé 50 €. Et là, ma mère, elle revient vers moi, elle me dit, mais en fait, t'as mis à combien la nuitée ? Je lui dis, je l'ai mis à 50. Elle m'a dit euros ou dinars. Du coup, elle commence même à avoir la devise. Pour te dire, 1 euro, c'est 3,3 dinars. Hein. Du coup, elle commence à voir même la devise. Elle me dit, bon, bah, finalement, continue, c'est bien. Et pour vous donner juste une idée, un appartement comme celui-là dans le village où on est, eh ben, en fait, il faut juste 2 nuitées ou 3 nuitées pour le mois. En location normale. À l'équivalent de pour revenir à l'équivalent, voilà. Du coup, au fur et à mesure, on a optimisé le patrimoine. Je viens d'une famille, comme je vous ai dit, on est le côté études, il est très présent. J'ai ma sœur aînée qui est dans la région toulousaine, elle est pneumologue. J'ai ma petite sœur qui est orthodontiste en Allemagne et mes 2 frères qui sont de parcours plutôt technique et aussi entrepreneurs en même temps en Tunisie, ici aussi en France. Et ce qui fait qu'on a un peu, je leur ai dit, il faut vraiment aller encore plus vers plus de capacité d'emprunt pour aller encore plus faire des choses ensemble. Donc on a essayé un peu d'optimiser l'existant et de encore partir fructifier le patrimoine familial tout en travaillant beaucoup sur le psychogénérationnel. C'est un sujet qui m'anime beaucoup parce que je viens d'une famille qui a toujours vécu dans l'argent et l'héritage, mais quand on dit argent aussi, c'est pas l'argent, hein, mais c'est plutôt l'éducation et que finalement les problèmes vont avec. Et moi, j'ai beaucoup travaillé au sein de ma famille, mes frères et sœurs, et en même temps pour ne pas passer à ce côté-là à ma fille, les problèmes par rapport à l'argent. Donc, on a essayé d'assainir les choses, que chacun il a sa bonne part, que il y a les assemblées générales comme une société, voilà. Et s'il y a des choses, il faut les dire directement. Et ça nous arrivait dans une assemblée générale que je dis à mon frère, là, c'est pas bien ce que tu as fait, et je monte un peu en temps, entre guillemets. Et juste après, on va dîner chez mes parents, tranquillou. Voilà, on a essayé un peu de travailler ce côté-là. C'est pas évident. C'est juste que j'ai dû faire des années de thérapie par rapport à ce côté-là. Et du coup, là, à ce moment-là, tu avais encore ton boulot de chercheuse ? Oui. C'est quoi les horaires, enfin, typiquement, en fait, c'est les horaires. Je suis enseignante universitaire, c'est que quand même. En fait, c'est que voilà. Et en fait, c'est que moi, on a 365 heures à faire en enseignement. Du coup, étalé sur l'année, on a 2 heures de journée, 2 journées de 8 heures de travail. Et en même temps, en fait, on a quand même beaucoup et on a 45 jours de congé. C'est énorme comparé à mon mari 30 jours. Du coup, finalement, les 30 jours, c'était plutôt pour fructifier, mes jours de congé, c'était ça. Et en même temps, quand on revient à cette persévérance de travail, le soir, le week-end, tout le temps tu peux travailler finalement. En fait, c'est juste question d'optimisation et de gestion de temps. Et je me lance dans la formation. On est toujours dans octobre, novembre, décembre. Et dans la formation, en fait, je suis en mode start-up. J'envoie un lien, je me rappelle, c'était un lien de paiement avec une start-up de Dubaï, 98 €, et dans une conférence de 2 heures, l'immobilier de A à Z, France et Tunisie, les 2 mixés. Et tu sais, on reste 6 heures. On commence 20 heures, on finit même pas 1 heure, et les gens sont là, ils posent les questions. Et je fais la première, 14 ou 17 inscrits, j'ai oublié, mais il y avait quand même un peu moins de 20. Je refais une autre 2 semaines après, pareil. Le même nombre, voire un peu plus, et j'ai fait 3 fois la même chose. Et attention, j'envoie le replay en 8 transferts. Du coup, c'était un peu, je me dis, après, aucun respect. Artisanal, tu lançais le truc. Et en plus, j'ai recueilli tous les avis des personnes. Okay. Il y avait déjà les très, très bons avis, un retour pédagogie, ils ont appris beaucoup de choses. Et en même temps, le retour, le temps, par contre, 2 heures, on reste 6 heures. Du coup, je me dis, en fait, aucun respect par rapport à mon temps, ni le temps des autres. Quoi. Je dis 2 heures et je reste 6 heures, c'est aucun respect. On a fait trop, Amani. Ouais, et du coup, c'est là où je me dis, il faut évoluer la formule.
Et encore en mode start-up, je travaille en même temps et je fais tout ça. Et j'ai pas de société qui est créée. C'est plus en lien WeTransfer. J'ai la société en Tunisie. C'est un lien de paiement avec une start-up qui s'appelle Groupado. Je crois elle n'existe même plus aujourd'hui. À travers Dubaï. Et après de Dubaï, j'envoie les fonds en Tunisie. Et je reprends. Je me dis, j'évolue la formule. De janvier 2021 jusqu'à mai 2021, je fais par session de 1 mois. Tous les vendredis, on se voit 2 heures. Et là, par contre, on a plus de temps, on peut développer plus. Et j'ai séparé l'immobilier en Tunisie seul et l'immobilier en France seul. Parce qu'en fait, j'ai fait les deux en même temps parce qu'on est une ancienne colonie et on a hérité beaucoup de bureaucratie et fiscalité française. Et encore mieux en Tunisie. J'allais dire, ça ressemble un petit peu. Ça se ressemble beaucoup. Et en nom propre, tu sais, nous, indépendamment de la stratégie de location, on a l'amortissement quand on est au réel. Ah, cool. Et on n'a pas de plafond comme le LMNP ou autre. Ok. Du coup, en fait, finalement, c'est très très bien. C'est juste Pas que mal. les gens ne pensent pas à déclarer. C'est une autre mentalité. C'est une autre mentalité. C'est pour ça que je dis, mais en fait, déclarez, vous payez pas. Ah, oui, ok. Et c'est un peu cet état d'esprit que je voulais aussi faire évoluer aux gens, que en fait, c'est qu'il y a d'autres chemins. Voilà. Et finalement, je passe de 98 € à 497 ou 498 € en formule. Et pareil, les mêmes nombres d'inscrits. Et c'était, en fait, moi, j'ai adoré. Et j'ai l'impression que j'ai trouvé une mission de vie qui est équilibrée avec ma mission d'enseignante universitaire. Parce que la transmission, j'adore tout ce que j'apprends, je le passe. Même dans la famille. En fait, toujours je parle. J'adore beaucoup transmettre ce que j'apprends. Je pense que tu peux pas faire ce genre de truc si t'as pas la passion. C'est pas possible, en fait. Tu peux pas... et en plus, tu peux pas le faire, ou en tout cas, sinon tu peux pas durer. C'est-à-dire que si tu prends le ratio temps, argent, investissement, t'es pas bon, en fait. C'est une certitude. Je prends un parallèle, mais quand au départ j'ai fondé le cercle, mais c'était du matin 6h au soir 20h, non-stop, sans se poser de questions, parce qu'il fallait créer les contenus, il fallait créer les outils, il fallait coacher, il fallait accompagner, il fallait répondre aux différentes questions qui arrivaient directement tout le temps, et ça, mais non-stop tous les jours. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, et j'en ai beaucoup parlé. Mais même toi, quand tu es dedans, tu te rends pas compte de la valeur du travail. C'est ça, t'es dedans, en fait, t'avances. Tu fais parce qu'il faut faire, et tant mieux, parce que si tu comptais, tu arrêterais direct. Non, mais c'est ça, si tu comptes le temps que tu passes, l'argent que ça te rapporte, ce que ça t'empêche de faire, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, t'arrêtes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vois beaucoup de choses, moi, se créer et s'éteindre au bout de 6 mois, 9 mois, 1 an. Tu les vois, et combien de fois on m'a dit, ah, Mergan, je dis, laisse, tu verras, quand ils se rendront compte que si tu le fais pas par passion et vraiment par volonté, ou alors tu es un grand groupe et tu mets des moyens colossaux et tu vois ce que ça donne plus tard. Mais voilà, quand tu entreprends, quoi que tu fasses, au départ, tu dois beaucoup plus donner sans recevoir. On a fait des podcasts qui sont sur notre chaîne, où justement on en parle, où on dit, et quand tu es au début, pour revenir au marchand de biens, quand tu es au début du marchand de biens, tu donnes, et tu reçois peut-être que 24 mois plus tard. Donc si tu n'es pas prêt à ça, ça sert à rien. Et la formation, je pense que c'est encore plus important, parce que tu es confronté aux gens, formation ou la transmission, je ne sais pas comment on doit l'appeler, mais tu t'es confronté aux gens tout le temps, et ça peut être très compliqué. Ouais, je suis bien d'accord. Et c'est même ingrat. Des fois, tu l'as dit. Tu donnes plus et t'as pas un retour. Ouais. Mais en fait, c'est juste quand tu regardes du côté macroscopique, beaucoup plus de temps après, tu dis en fait, finalement, j'ai fait tout ça. Ouais, mais quand tu es dedans, en fait, tu vois pas du tout le temps passer. Au contraire, c'est l'excitation, moi, ça nourrissait beaucoup de plaisir chez moi, de mettre en place tous ces ateliers. Ouais, j'imagine, sinon tu n'aurais pas continué, et puis tu n'aurais pas continué. Donc tu faisais ton immobilier perso, cette partie de formation, en France, en Tunisie. Là, tu étais déjà passé à mi-temps, du coup ? Un peu d'immobilier en Tunisie. Oui. À mi-temps. Voilà, fin 2021, je suis passée à mi-temps. Fin 2021, mi-temps. Reste 2022, du coup, voilà. là... Et là, pareil, je fais mi-temps et j'ai arrêté. En septembre 2022. Ouais. Voilà. Septembre 2022, et tu pars pour faire quoi ? À ce moment-là, est-ce que c'est ton locatif, ta formation ? C'est quoi le revenu que tu te dis à avoir au moment où tu quittes ? Mon locatif. Ok, ton locatif. En fait, et tu te rends compte, plus tu mets en place les choses, tu n'as plus de temps de dépenser, et tu travailles en même temps ta relation avec l'argent. D'accord. T'as raison. En fait, c'est que vraiment, excusez-nous les personnes qui sont derrière, mais en fait, moi, quand je me rebobine en arrière, si j'écoute ça, je me dis, en fait, c'est juste... Exactement. Mais c'est tellement le cas, parce que finalement, tu es tellement pris au quotidien
Et en même temps, finalement, t'encaisses et t'as pas le temps pour dépenser, soit pour réinvestir en apport ou autre, mais finalement, objectivement, tu bosses tout le temps. Non, mais c'est vrai. Et moi, j'ai pas du tout changé de train de vie. Hein. Mon chéri, que le salaire de mon chéri, ça suffisait déjà le foyer. On est bon et le locatif aussi pareil. J'avais pas du tout le souci de perte de donc quand revenus. quand tu prends cette décision, et alors ça c'est important parce qu'on on a pas mal parlé avec Ben sur différents podcasts et je souhaite souligner le truc parce que ce moment dans l'entrepreneuriat il est important parce qu'en fait avant de te lancer, tu te rends compte que c'est fait pour toi. C'est ça en fait le truc, c'est parce que au départ tu sais pas, il y en a certains ils se lancent, ils savent pas, donc tu te rends compte que c'est fait pour toi. Une fois que tu le sais, tu te lances, mais à ce moment-là, toi, tu n'as pas de problématique, on va dire, financière, mais parce que tu dépenses pas. Parce qu'on en a beaucoup parlé sur la chaîne, de dire, il y a un moment, c'est bien beau, tu veux te lancer, mais au départ, tu dépenses pas. Et oui, peut-être que dans 10, 15 ans, 20 ans, tu dépenseras des grosses sommes pour te faire des gros plaisirs, mais tu feras ce que tu veux parce que, je ne vais pas dire que tu as fait ces sacrifices, mais en tout cas, tu as mis en place ce qu'il fallait naturellement, mais naturellement, parce que c'est pas forcé. Et le vrai truc que je ne sais pas, parce que c'est pas le cas de personnes aujourd'hui que je vois dans le cercle ou dans mes amis proches. D'ailleurs, c'était peut-être parce que ces gens-là ont arrêté au bout d'un moment, c'est-à-dire que c'était des concessions, faire des concessions trop fortes. Je pense que ça t'empêche d'avancer. Il y a un moment, c'est quelque chose qui va être bloquant au fur et à mesure. C'est-à-dire que si tu fais une concession que tu te sens pas en capacité de faire ou qui te pèse tous les jours dans ta vie professionnelle. Chasse le naturel et il va revenir au galop en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, 8 mois, dès que tu vas avoir gagné un tout petit peu d'argent, tu vas repartir dans les dépenses ou dans le lifestyle, on en a beaucoup parlé. Ou alors sinon, il faut complètement l'accepter et accepter que tu n'iras pas aussi vite ou de la même manière que certaines personnes. Enfin, je ne sais pas si vous êtes en phase avec ça, mais c'est quelque chose qui pour moi est important à souligner parce que cette transition, au moment où tu décides de quitter pour vraiment faire que de l'entrepreneuriat, tu dois déjà te connaître, parce que sinon tu peux très vite aller au carton. Ouais, c'est sûr. Puis je pense que ça dépend aussi la sécurité que tu as de l'autre côté. Est-ce que si tu es en couple ou pour le foyer familial, comment tu peux assurer les dépenses, etc. Parce que tu peux avoir ce côté peur de tout lâcher d'un coup, quoi. Enfin, on avait déjà parlé, entre ceux qui brûlent le bateau, il n'y a que le seul moyen pour avancer. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Oui, voilà, moi, je suis comme ça. Et comme ça. Et Burn the Boat, je trouve qu'en fait, quoique, peut-être pour certains, ça fonctionne très bien, mais entre guillemets, si t'as rien, tu brûles le bateau, t'as pas brûlé grand-chose. Donc, t'as rien, lancer, en fait. Y a pas de... mais quand t'as peut-être goûté, c'est peut-être pour ça difficile aussi. Des fois, on a des personnes que je connais qui veulent pas se lancer parce qu'ils ont une bonne situation et en fait, ils sont quasiment coincés, prison dorée, quoi. Ils sont coincés dans une situation trop confortable qui serait difficile qui serait il faut accepter de redescendre un petit peu, peut-être des fois, ou de redifférer certains plaisirs que tu avais l'habitude pour pouvoir en bénéficier plus tard, quoi. Mais on revient finalement chacun de comment il est. Hein. Finalement, s'il est salarié, il est épanoui, c'est parfait. Hein. Ah, bien sûr. Il faut de tout dans ce monde. Sinon, tout le monde est entrepreneur, on n'arrivera pas à recruter. Hein. Non, mais on est d'accord. Puis, si tout le monde est propriétaire, il n'y aura pas de locataire. C'est juste que ce que tu es aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, c'est un choix. Si tu es épanoui dans ce que tu es aujourd'hui, c'est parfait. Il ne faut pas se forcer à changer parce que tu entends quelque chose. Il y a des gens qui veulent se forcer à changer parce qu'ils pensent que c'est une meilleure vie, parce qu'ils ne sont pas contents de leur vie, sauf qu'en fait, règle déjà les problématiques qu'il y a, je pense, dans ta vie de tous les jours, dans tes choix, plutôt que de dire c'est l'entrepreneuriat la clé à tout. Il y a eu tellement de gens qui se sont lancés avec des statuts d'auto-entreprise, en faisant des formations sur Internet, en disant je me lance, je vais être community manager, je vais être je sais pas quoi, je me lance dans tout un tas de sujets, et puis je vais être coach de ci, coach de ça, en pensant vraiment avoir une liberté, mais tu tombes dans une rat race inversée automatique, parce que c'est pas scalable, parce que c'est pas des gros taux de marge, parce que derrière t'as pas de chômage, parce que derrière t'as pas de retraite. Et en fait, c'est juste une bombe sociale qui te pète à la gueule 30 ans plus tard, quand tu t'es aperçu que... souvent, ils s'en aperçoivent quand ils gagnent pas beaucoup plus. Ils sont pieds et poings liés même pendant leurs vacances, les téléphones ils sonnent et t'as pas le choix. Et puis, ils peuvent faire aucun crédit. La voiture, elle casse, tu peux pas aller racheter une voiture. Parce qu'aujourd'hui, les banques, ils prêtent pas à ce genre de profil. Et il faut se rendre compte que ça doit être... C'est un moyen qui avait été créé à l'époque pour que ce soit un moyen de transition vers l'entrepreneuriat pur, mais pas une fin en soi, en fait. Et donc, ça a été beaucoup promotionné sur l'aspect liberté aussi. Il y a plein de gens qui ont se dit... c'était marketé par les formateurs. Voilà, je veux de la liberté, donc du coup, j'essaie de me lancer à mon compte ou pas. Mais
parfois avec succès, parfois pas. Et c'était un peu la voie idéalisée à un moment donné, de monter sa boîte, etc. Tout le monde a parlé d'entrepreneuriat, c'est bien, mais je pense pas que ce soit fait effectivement forcément pour tout le monde. Alors du coup, ça y est, arrive 2022, tu te lances. Tu fais quoi à ce moment-là? C'est quoi ta vision de ce que tu vas faire? Comment tu vas structurer petit à petit? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu Aucune dis vision. juste... Ouais, tu te dis juste... Aucune vision. En fait, moi j'étais, et jusqu'à aujourd'hui, hein, je suis quelqu'un que mon capteur d'opportunité, il est tout le temps allumé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai quelqu'un devant moi qui parle et que je me dis peut-être on pourra faire un business ensemble dans tel truc, peut-être je pourrais lui proposer, mon capteur d'opportunité, il est tout le temps allumé. Une yes woman. Tu dis voilà. oui. Yes, quand c'est bon, ouais. En fait, directement, voilà, exactement. Je suis pas sûr qu'il y a des yes ouais. avec Pas tout, ouais. Et du coup, au fur et à mesure, en fait, ça s'est monté petit à petit. Février 2022, je crée ma holding, je commence à structurer, il y a la société de formation, et en même temps, on a fait des projets clés en main avec mon associé, et finalement, on s'est dit, mais en fait, on donne des centaines de milliers d'euros à des entrepreneurs artisans qui sont autour de nous. Nous, on est capable de chapeauter une équipe, on monte la société de rénovation, on essaie de faire tout un écosystème qui tourne autour de tout ça, chercher le bien, le faire la rénovation, la décoration, et aussi on peut le prendre en sous-location. Donc on a essayé un peu de faire des flux internes par rapport à tout ça, chapeauté par la holding, et j'adorais. Je commence à la structuration de société, et c'est venu petit à petit, hein. C'était pas du tout voulu. Donc, au fur et à mesure. Du coup, tu préparais des projets clés en main, tu as monté, donc tu vendais le projet clé en main, oui. Pas encore en marchand, ou tu achetais déjà les produits? Non, pas en marchand. Ah, ça, tu montrais à des clients qui cherchaient les biens locatifs, on te le cherche, nous on te fait les travaux, et on te le revend comme des sociétés d'investissement locatif. Tout à fait. Tu te disais, mais est-ce que je peux pas optimiser et prendre encore plus à d'autres, voilà. sur certains postes, quoi, on apporte un joli portefeuille un élément aux supplémentaire dans l'écosystème. Ok, très bien. Tout à fait. Et surtout, en fait, le projet clé en main, c'est venu d'une proposition, et c'est là où ça vient la communauté c'est très impactant. On a eu un couple qui habite aux Emirates qui nous a dit on a suivi la formation, c'est parfait, mais nous malheureusement on n'est pas sur place, on veut investir en France, et finalement en fait, est-ce que vous pouvez nous faire ça? Je leur dis la recherche de biens on sait faire, la négociation on sait faire, voilà, on a essayé un peu bien sûr de mettre en place le côté structuré et juridique par rapport à tout ce qui est clé en main, et on est fait à l'ego. Et on a fait, et finalement, en fait, c'est venu petit à petit, et ce même couple, il a repris aussi un autre projet avec nous, et d'ailleurs c'était le déclic pour les enchères, ce couple. D'ailleurs, je remercie. Et du coup, tu as fait combien de projets clés en main comme ça? Une vingtaine de projets. Sur l'année? Pour le compte de clients? Oui. Pas sur l'année, sur 1 an et demi, sur 2 bilans, oui. Voilà. Et tu gérais après les biens locatifs pour eux, tout bien, et tu prenais une marge. Ok, tout super. à fait. Parfait. Tout à fait. Et donc, du coup, pour arriver en fait à la suite, au marchand. Au marchand, parce que il manquait quand même dédié au marchand. Il manquait un truc, parce que là, elle achetait pas le bien, elle le rénovait juste. Alors il fallait bien l'acheter avant. En fait, comment le fait de dire je peux faire du marchand, du coup, l'opportunité, elle vient d'où? Parce que j'entends que du coup, c'est peut-être un truc que tu connaissais. Comment tu l'entends? Le marchand, c'est venu parce qu'en fait, au fur et à mesure, du coup, je vais à beaucoup de séminaires et mastermind. Je vais au mastermind avec les gentlemen investisseurs. MMA, je connaissais même pas que ça avait MMA, je croyais que c'est l'assurance. J'avais même pas fait le dentier. Et en fait, c'est vraiment, on a fait le premier KO le premier jour, et après, on a fait que hammam massage avec Aline. Ah ouais, d'accord. Et c'est là où j'étais la colocataire de Aline dans la même chambre. Je suis arrivée tard, ils ont perdu ma valise, et du coup, on discutait, et 1h du matin, on faisait un débat par rapport à la 3e plus-value du LMP. C'est fantastique. Et c'est là où ça matchait. Ça en fait, je viens de la connaître. Alors, attendez, Aline, un peu de contexte. Aline, vous pouvez la suivre des moments avec toi sur les réseaux. Je crois que vous faites des choses ensemble. Ouais. Voilà, et Aline, qui est une membre du cercle, qui était dans les toutes premières à être rentrée dans le cercle, pour diverses raisons, parce qu'elle avait son travail encore, elle a dû se reculer. Elle est revenue après, passionnée d'immobilier depuis... et de fiscalité, je pense, depuis très très longtemps, qui a appris sur le tas. Et c'est une DAF. Ouais, c'est ça, une DAF, donc très dans les chiffres, etc. Et qui aujourd'hui est revenu dans le cercle avec toi. Et du coup, en tout cas, vous vous rencontrez à cet endroit-là. C'était pour remettre un peu de contexte. C'est ça. En fait, c'est en ce moment-là, pendant ce mastermind, on parle déjà de marchand. C'était février 2022. Février 2022. Du coup, Aline, elle parle du marchand. J'étais autour de marchand.
je reviens au café du Chinois au moment de l'investissement. Du coup, je suis émerveillée par rapport au montant, aux marges qu'il raconte. C'est un peu le côté, comme on va parler après, vous allez voir un peu le côté rêveur. J'étais dans ce contexte-là. La graine, elle commence. Mais par contre, je ne suis pas prête à passer dans le marchand, car je suis sous l'eau avec mon boulot et aussi avec ce que je fais sur les réseaux, avec les coachés, avec la société de rénovation, le recrutement. En fait, ça reste quand même, c'est très preneur. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un, tu vois, par exemple, les formations, les mettre en ligne et tout ça, je fais tout avec mes petites mains. J'ai jamais pris un prestataire. Du coup, générer un lien de paiement, mettre en place le tunnel de vente, faire tout ce côté-là, c'est moi qui ai tout créé. C'est pas beau, mais ça a fait l'affaire. Ça fait le taf et il faut bien le faire, comme ça tu peux bien Voilà, le c'est déléguer organique. pour plus tard. Exactement, je sais en tout cas le temps qu'on doit passer dessus. Et normalement, ils sont censés passer moins de temps parce que je ne suis pas la pro. Du coup, voilà. C'est très preneur en termes de temps. Après, Aline, elle me dit, au moment où on part c'était au Maroc, au moment où on part de ce mastermind, elle me dit, je suis sûre qu'on va faire des choses ensemble. Je dis, écoute, propose, moi je suis ouverte. Elle m'invite à un autre mastermind, c'était un mastermind surf entre plusieurs marchands, on était 17 personnes, octobre 2022. Là, j'étais un peu plus prête. On était 17, 15 marchands et 3 non-marchands, y compris moi. Et je me suis dit, allez, go. Le retour de ce mastermind-là, j'étais très inspirée. Il y avait un marchand de biens en Haute-Savoie qui s'appelle Émilie Lopez. Du coup, j'étais très émerveillée par son profil, comment elle est passée d'un burn-out à aller faire plusieurs millions en marchand. Et j'ai beaucoup visualisé pendant ce mastermind. Et au retour, j'ai commencé à chercher les affaires. Et j'ai créé ma société de marchand fin février 2023. J'avais déjà 5 coopérations dans les tuyaux. Ok, donc un an après la première discussion. la première discussion. Voilà, je pense c'est du métier de l'inconscient. marchand. Voilà, c'est T'avais mis que l'inconscient. 2 mois pour faire du locatif. T'as quand même mis Voilà. un an pour faire du Non, marchand. mais Je trouve que c'est important, pas terrible, c'est hein. important ce que tu dis là parce que, et je pense que tu vas confirmer ou pas, mais les risques pris en locatif ne sont pas les mêmes qu'en marchand. Non. Et ce que tu as dit, le temps de bien comprendre le mécanisme, le marchand est beaucoup plus technique que le locatif. Et encore, quand tu te lances... Responsabilité aussi, je suis Oui, pro. ouais, c'est ça. Et quand tu te lances, j'imagine qu'en plus, tu n'as pas encore toute la technique. Tu te dis juste, j'ai rencontré des gens, j'ai compris en gros comment ça fonctionne. Allez, go, action, j'y vais. Mais ça a mis un an pour quelqu'un comme toi, en fait, qui déjà implémente vite, met en place les choses rapidement. Donc voilà, donc c'est pour que les gens... Parce que les gens, des moments, ils disent « Ah, j'y pense depuis longtemps. » Ouais, mais c'est normal. Tout le monde, en fait. C'est un mécanisme. Pour tout le monde, ça prend du temps, en fait. Oui, tout à fait. Du coup, je suis revenue directement, mais j'ai un côté, à partir du moment où je suis prête, mon passage à l'action, il est très rapide. J'ai une force de passer à l'action rapidement, parce que je fonce, je laisse pas trop mon mental me dire trop et n'importe quoi, et je m'entoure qu'avec des personnes qui l'ont fait. Et c'est ça que j'ai appris suite à la phase de parler au départ, quand j'étais dans l'investissement, aux personnes qui étaient autour de moi, de leur dire passer à l'action, et finalement, en fait, c'est l'apprentissage. Du coup, finalement, je parle plus, et j'acte. Et si j'ai un conseil à avoir ou bien une demande, soit je vais payer la prestation avec un professionnel, ou bien je vais voir quelqu'un qui est passé par le même chemin et je lui pose la question. Et ça, c'est venu après l'apprentissage. J'avais déjà les compromis signés en nom propre, clause de substitution. Je crée ma société de marchand et j'ai eu signature, c'est-à-dire réitération, acheter le bien. Mon premier, c'est une adjudication, le 23 mars. Sachant que j'ai déjà assisté depuis octobre. Toutes les dates ? En fait, à peu près, les dates marquantes, surtout celle-là quand même. La première, mais en même temps, ça m'a fait galérer. C'est un vrai cas d'étude. Et en même temps, début avril, une maison en indivision avec Aline, en indivision de société avec Aline. Du coup, aujourd'hui, j'ai créé ma société fin février, début mars 2023. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, je suis au premier bilan. Mon premier bilan marchand va clôturer le 31/12. Oui, tu as fait un bilan d'un peu plus de 20 oui, mois. j'aurais pas dû. Ouais, j'aurais pas dû. C'est juste qu'on m'a conseillé au moment où je créais ma société. Le fiscaliste, il m'a dit, le marchand, c'est lent. Ne fais pas au 31/12 le premier truc. Par contre, comme j'ai fait des levées de fonds, à chaque fois, comme c'est une nouvelle société, elle est inférieure à 2 ans d'ancienneté. Il faut faire le commissaire aux comptes et aussi le fiscaliste. Et à chaque fois, au départ, oui, il n'y a pas d'actifs et passifs dans la société. Par contre, au fur et à mesure, il faut mettre en place le grand livre et la balance pour que le commissaire aux comptes peut donner son rapport.
Et au 31/12, en fait, mon fiscaliste, il m'a dit t'aurais dû clôturer parce que j'avais déjà un bon bilan à cette époque-là. Alors du coup, tu as les OP, techniquement tu as compris, tu achètes, tu revends, tu t'y confrontes. Et du coup, on a souvent aussi fait des vidéos sur la trésor. À ce moment-là, tu n'as pas la trésor pour faire tout toute seule. Tu lèves les fonds ? Alors non, en fait, à l'époque, j'avais déjà les 5. Du coup, les 5, j'avais fait 2 en indivision de société avec Aline. On apportait fonds perso, moi et elle, 50-50. Et les autres, c'était mes fonds propres. Du coup, j'avais déjà aux alentours de 400 000 à mettre directement. Mais nos finances sont limitées. Limitées dans le sens que finalement, on ne peut pas aller plus loin. Malheureusement, et j'avais les opérations. Et j'enchaînais les enchères, j'apprenais goût aux enchères et j'enchaînais. Et je m'en rappelle, c'était mai 2023. Je vais voir la Banque Populaire et la Caixa, que les deux m'ont suivi et qui m'ont donné leur truc. Et là, c'est le côté investisseur, financement, contre le côté, à l'analogie en marchand de biens. Je me dis, mais en fait, c'est quoi ça ? On est en Tunisie ou quoi ? C'est les mêmes taux. C'est les mêmes taux. Ça revient à 10% à l'époque. Avec le Ribor, plus 4,5 pour la Caixa, un peu moins pour la Banque Populaire, la commission d'engagement, le truc administratif. Si t'as un peu d'assurance, les frais de dossier, les frais de garantie et de main levée, tu te retrouves à 9,5, 10 de TEG. Ouais. Voilà, la blessure qui parle. Même voilà. Plus. Oui, ça pouvait arriver. Non, mais en plus, les va-et-vient, le côté administratif, l'urbanisme, voilà. Et je me rappelle très bien, ce jour-là, je sors, je fais une story. Je dis voilà. Je me rappelle, tu en avais parlé. Ouais. Je sors de la Banque Populaire et la Caixa. J'ai des opérations qui sont rentables, qui sont très bien. Et par contre, en fait, finalement, ça revient à plus de 10%. Écoutez, moi, je propose, pour les personnes qui investissent entre 5 000 et 50 000, 10% par an, pro rata temporis, et 12% pour plus de 50 000. Les personnes qui sont intéressées, attention, c'est pas de l'argent que vous avez besoin, c'est de l'argent que vous pouvez perdre. Il faut pas compter sur lui pendant 1 an et voire plus, parce que selon la conjoncture, selon les soucis, selon les problèmes qu'on peut rencontrer dans les opérations, je vous mets la box, nom, prénom, mail et le montant à investir. Je m'en rappelle, ma sœur, elle m'appelle juste après, elle me dit en fait ton discours il est pas du tout vendeur, c'est qui va t'écrire son Je préfère avertir et on est plutôt dans le côté quel que soit on est dans les bons scénarios qu'autre chose. J'ai eu 18 investisseurs et on a levé un peu plus de 600. 600 000 euros sur une story Instagram, Mamani, bravo. Ouais, mais tu vois, c'est ça que j'aime bien parce que, en fait, au départ, tu développes un compte pour donner. Tu te rends compte qu'à un moment, tu as un besoin, tu envoies pour recevoir. Et à un moment, il y a beaucoup de gens qui veulent recevoir, qui ne donnent jamais. Et il y a un moment, c'est pas trop possible, quoi. Et si t'as pas donné, c'est compliqué de recevoir, sauf quand voilà, t'as une grosse crédibilité, un gros réseau depuis très longtemps. Mais ça veut dire que t'as aussi beaucoup donné, beaucoup fait travailler les gens. En fait, si t'as la crédibilité, beaucoup fait travailler les gens. Mais quand tu démarres, il y a un moment, c'est le travail en amont qui a payé à ce moment-là, quoi. Exactement. Mais en même temps, en fait, moi, l'intérêt aussi, quand j'ai lancé cette story, c'est pas forcément de recevoir, parce que les deux banques me suivaient. C'est plus de se dire, au lieu que je donne cet intérêt aux banques, moi, je veux bien développer cet état d'esprit. Même les personnes qui ont 5 000 euros dans un livret, que voilà, il est un peu à côté, ça permet d'entrer un peu dans les intérêts, comment on peut fructifier l'argent. C'est plus aussi ce travail sur l'état d'esprit par rapport à l'argent, la psychologie de l'argent. Et c'est même donné aussi quand j'ai partagé ça. Ouais, ça, et puis ta cible, c'est ce qu'elle cherchait. Donc, exactement. Et pour te dire la confiance, moi, j'ai eu une personne qui a viré 100 000 euros sans signer le contrat. Hein. Ouais, non, mais et c'est là où j'ai appelé, mais en fait, tu dis non, attention, il faut pas virer de l'argent sans qu'il y a un contrat qui vous lie avec la personne, même si, merci pour la confiance, mais attention. Je sais même pas de quoi, c'est juste que moi, j'aime bien ce que tu fais et je veux bien te donner un coup de boost. Tu avais une audience, entre guillemets, fan, qui faisait une confiance aveugle dans et ça donnait une responsabilité plus, parce que derrière, moi, ce que je veux, c'est la pérennité. Et en aucun cas, en fait, cet argent des gens, même si mes opérations foirent, entre guillemets, c'est mon patrimoine perso qui payera. Ouais, et attention, moi, dans mes contrats, il n'y a pas de caution. Parce que ils prêtent à la société, et la société, ça permet, si on fait des flips, de réinjecter dans d'autres opérations, et que j'ai un peu ce côté... C'est un engagement moral que tu prends vis-à-vis de ta communauté, en fait. Tu peux pas, entre guillemets, te permettre de la planter, parce que sinon, t'as fini. C'est les premières levées, en fait, c'était pas des levées faites sur un bien en particulier, mais faites sur un pool d'opérations. Et je sais que j'ai fait ça, moi aussi, au démarrage.
Et d'ailleurs, Aline avait investi dans ce premier pool. Et c'est quelque chose qui te permet en fait d'avancer sans te poser de questions. Ah ouais, bien sûr, Ça baisse ta rentabilité parce que fondamentalement, tu n'investis pas les premiers tout l'argent tout de suite. Par contre, quand tu débutes, ça te permet d'avoir un peu les mains libres. Tu baisses la rentabilité, mais globalement, tu avances. Tu te libères un peu et tu te dis, en fait, je fais peut-être plus d'OP que je n'aurais pas fait. Je développe mes compétences et à la fin, je suis prêt. Et quand je rends même cet argent, j'ai fait de l'argent et en tout cas, je suis prêt, je suis crédible et j'ai beaucoup appris de tout ce qui s'est passé. Et c'était un vrai apprentissage pour moi, cette levée. Je te rejoins clairement parce que finalement ça m'a ouvert des portes et finalement il n'y a plus il y a plus d'impossible entre guillemets. Hein. C'est que va chercher les opérations. Ta force de frappe, elle est où? C'est d'aller chercher les opérations. Va chercher les opérations. Et c'est là où finalement tu te bouges et tu vas jusqu'au bout. Mais en même temps, ce qui me permet aussi, moi, avec mes investisseurs, je fais des réunions. Voilà, votre argent, c'est à quoi a servi? Aline, elle était aussi investisseuse dans cette levée de fonds. Moi, j'ai fait carrément, hein, voilà, votre argent a servi à cette opération. Combien j'ai eu en marge de cette opération? Voilà telle opération, combien j'ai eu une marge? Ah, vous vous dites, ah, Mani, finalement, elle a fait de l'argent sur notre dos. Eh bien, si vous pensez comme ça, venez en off. Je vous montre un peu comment il faut faire si vous voulez aller dans le marchand. Par contre, aujourd'hui, votre argent a été fructifié de 10% ou 12%. Et surtout que moi, j'ai eu un couple qui ont investi une bonne somme chacun. Et au départ, elle m'a dit, cette somme, c'est pour une résidence principale. Ça ne va pas du tout venir dans un an. On le met avec toi. Et finalement, ils m'ont contacté 7 ou 8 mois après. Finalement, la perle rare, elle est là. Or que le contrat ne le permet pas. Directement, je me suis débrouillée dans ma trésorerie pour faire un avenant, pour rembourser ces personnes. Parce que moi, mon objectif, c'est de débloquer aussi. Si derrière, ils ont investi leur apport de résidence principale, que malheureusement, ils ont raté la perle rare parce que leur argent il est bloqué dans ma société, c'était pas l'objectif aussi. Du coup, j'ai libéré et finalement, ils ont eu l'équivalent de 18 000 euros de plus. Finalement, c'est un bon apport quand même en plus, 18 000 euros en moins d'un an. Non, mais c'est top. Je vois comment entre guillemets, comment tu perçois ou comment tu valorises tes investisseurs, la confiance aussi, tu la respectes beaucoup. Et sur ta communauté, et c'est sûr qu'elle est grandie, parce qu'on n'en a pas parlé, mais sur ton compte Instagram, en fait, c'est comment? C'est Amani Invest, et on est 130 000 abonnés, voilà, 130 000 mais entre abonnés. les deux pays, j'insiste. Oui, entre les deux pays, mais peu importe. C'est quand même 130 000 abonnés que tu n'as pas acheté. Parce que malheureusement, un Tunisien qui est résident en Tunisie ne peut pas participer au levée de fonds par rapport à notre système bancaire psychorigide. J'aurais aimé un jour peut-être. Changera peut-être, tu feras peut-être pour la plus prochaine fois. Alors du coup, là, ça y est, t'es marchand, t'as levé des fonds, tu sens que t'as une communauté qui est derrière toi. Tu te dis, maintenant, faut que je trouve des opérations. J'imagine, c'est ça la clé. Quelle est ta stratégie? Au fur et à mesure, en fait, moi, j'ai appris du goût, j'ai pris du goût par rapport aux enchères. Du coup, j'avais une régularité sur la région toulousaine. Tout bien qui m'intéresse, je pars en visite. Je l'étudie. Si les chiffres sont bons, je passe, et aussi le dossier il est bon, je passe aux enchères. Du coup, ça m'a permis d'avoir une régularité aux enchères de présence, pas d'adjudication. Et au fur et à mesure, sur le marché lambda, pareil. Une alerte sur les plateformes et aussi un entretien avec le réseau. Et finalement, en fait, les affaires, je les avais. Et du coup, tu as un flux d'opérations qui arrive, tu décides de les faire seul, en association, comment ça se passe? Alors, j'ai décidé d'avoir ma société de marchand seule. Et si je fais des opérations, je fais en indivision. Du coup, aujourd'hui, je peux te dire, j'ai moitié seule et moitié en indivision, dispatchée entre deux personnes. Ok. Qui sont des personnes de confiance. Et surtout, c'est aligné aujourd'hui. L'association, moi, j'ai beaucoup... C'est vrai que c'est que depuis 2020 que je suis dans l'entrepreneuriat pur et dur, mais je suis née dans une famille d'entrepreneurs et je suis pratiquement à toutes les assemblées générales dans la société familiale industrielle en Tunisie. J'ai beaucoup appris et l'association, c'est pas évident. Du coup, aujourd'hui, je sélectionne. Je préfère plutôt tester la personne, voir comment ça marche. Est-ce qu'on a le même mindset par rapport... Moi, je suis un peu le côté fonceur. Par exemple, de se décider de vendre à 100 000 au lieu de 130 000, je préfère avoir ce côté leader de la chose et ne pas attendre qu'une personne ou une boulette, entre guillemets. J'ai appris petit à petit et surtout que finalement, toute personne, elle évolue au fur et à mesure. Les projets de vie changent. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai deux choses à dire là-dessus. C'est les associations. Ce qui est bien en marchand, c'est que c'est pas un mariage. Donc, tu peux arrêter. Les projets ont une fin. C'est pas comme une société commerciale. C'est ça, en fait. Les projets ont une fin.
même si on soit dans une structure commerciale, entre gens intelligents, tu arrives à trouver des choses intelligentes. Quand c'est que des gens bienveillants autour de la table, c'est toujours plus facile. Et c'est vrai, et moi je l'ai vécu, je suis beaucoup associé dans plein de trucs. Et voilà, quand il y a des gens intelligents, c'est simple. Et par contre, quand tu vois qu'il y a des gens pas intelligents, il faut très vite s'arrêter. C'est un conseil à donner. Et ouais, c'est ça, c'est de tester une première fois, de pas s'enflammer, en faire 50. Bon, sauf si c'est des gens vraiment que tu connais très bien depuis très longtemps. Et encore, je suis même pas sûr qu'il faille le faire. La seule nuance que je mettrais, alors je le dis là pour tout le monde, c'est que moi je suis pas fan de l'indivision, tu le sais, on en a déjà parlé, je l'ai vu, elle m'a regardé quand elle l'a dit, donc je préfère le dire. L'indivision pour moi, c'est quelque chose qui marche bien, on en a déjà parlé, il y a aucun problème à ça marche très bien d'ailleurs aux enchères parce que du coup tu achètes, la société elle est pas créée, tu sais pas si tu vas acheter le bien, donc il faut que la société soit absolument créée, donc en fait si tu crées une société pour un bien qui est pas acheté, ça sert à rien, donc c'est vrai que c'est naturellement pour les enchères, l'indivision est quelque chose qui fonctionne plutôt bien quand tu veux y aller à deux. Mais ce que j'aime pas dans ce système-là, c'est qu'il n'y a pas de statut, il peut pas y avoir de pacte clair qui fait que le jour où il y a un vrai gros problème, un décès ou un truc, le bien peut être un peu bloqué, même si entre gens intelligents, ça doit quand même fonctionner. Il y a peu de risques parce que dans les statuts des holdings, on peut mettre des choses, mais vis-à-vis d'une banque, quand on doit aller chercher des financements, vis-à-vis de... voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de freins qui pour moi sont pas essentiels, sauf sur une stratégie. Par contre, vente aux enchères, où pour le coup, ça peut être pour moi la chose la plus efficace. Mais, voilà, je te rejoins. Par contre, on peut se protéger aussi en indivision de société, car en effet, l'indivision, toute personne, elle n'est pas obligée de rester en indivision. Du coup, ça peut plomber entre guillemets une opération. Comme aussi en nom propre, c'est la même chose quand on est indivisaire avec une personne physique. Par contre, quand on est en indivision de société, si jamais il y a un décès ou un imprévu de la vie, c'est bien de se sécuriser. Dans quel sens ? Il faut mettre en place une convention d'indivision. C'est un peu l'équivalent à un pacte d'associés. On peut mettre tout. Un mandat de protection future pour protéger si jamais la personne, elle lui arrive quoi que ce soit, mais elle est toujours vivante. Il y a un testament en croisée, c'est-à-dire moi je me prends avec Aline par exemple. Si jamais il m'arrive quoi que ce soit, c'est elle qui reprend l'opération et ça va pas attendre l'actif successoral pour finir la succession. Ça permet quand même que l'opération elle finisse jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. S'il y a un problème de la vie, ça permet de débloquer les choses. Quoi. Oui. Mais il faut le faire bien. Du coup, voilà, avec ces outils-là, notamment quand il va de façon récurrente, sur et le testament et le mandat de protection future. Donc du coup, ok, t'accélères. C'est à peu près l'époque où tu entends parler du cercle. Alors, j'entends parler du cercle depuis un moment. Hein. Ah, ok, parce qu'Aline, elle n'arrête pas de parler du cercle. Hein, depuis, elle vous vend très bien. Du coup, moi aussi aujourd'hui. Mais du coup, à l'époque, Aline, elle me disait, mais on revient à ce côté brûler le bateau et les bons pères, bonnes mères de famille, sachant qu'on ne va pas dire que ça c'est bon et ça c'est pas bon. C'est plutôt, qu'est-ce qui est aligné avec ta structure ? Moi, ce qui est aligné avec ma structure, c'est bonne mère de famille. Du coup, pour moi, intégrer le cercle, ok. Par contre, le cercle, c'est un vrai coup. Que le coût, pour moi, ça permet de filtrer et certainement c'est qualitatif parce que tous les retours que j'entends par rapport à Aline. Par contre, au départ, pour moi, je n'intègre pas le cercle si je n'ai pas encaissé ma première plus-value. C'était un challenge pour moi. On a beaucoup de gens qui nous parlent de ça. Et je pense qu'il y a une question de vouloir se prouver aussi un peu qu'on est capable de le faire. Oui. Puis ça dégage la trésor. Et j'avais déjà 8 opérations dans les tuyaux. Et voilà, en fait, c'est plus un challenge entre moi-même et moi-même. Et en même temps, j'engagerai une partie de ma plus-value que je vais encaisser, c'est-à-dire j'ai revendu le bien et tout est nickel. Du coup, voilà, Aline, elle m'a parlé. Je lui ai dit, écoute, moi, ça tombe pour telle date, il n'y a pas de souci. Et c'est en ce moment-là qu'on a pris rendez-vous. Ouais, moi, je me souviens que j'ai Aline qui m'appelle, qui me dit... Écoute Seb, j'ai une entrepreneuse de fou, elle me vend le truc, tu sais, bientôt, parce que mineur, on fait pas entrer non plus tout le monde dans le cercle comme ça aussi facilement. On fait attention à qui rentre, on cherche pas des requins, on cherche des gens plutôt bienveillants, des gens qui peuvent qui aiment transmettre, parce que des moments on est un peu au-dessus, des moments on est un peu en dessous, des moments on s'en moque. En fait, le but c'est que qu'il y ait une cohésion en fait dans tout ça. Et c'est vrai que quand on a des gens qui sont un peu plus avancés ou qui ont déjà démarré. Souvent dans ces cas-là, on a eu des cas un peu plus des cas qu'on a refusés en fait. Les cas qu'on a refusés sont souvent des gens un peu plus avancés. Et je pense qu'Aline à ce moment-là, quand elle nous appelle, elle nous dit non mais j'ai quelqu'un avec qui je travaille, déjà des EP. À l'époque, je me souviens, c'est de dire
faut qu'on structure petit à petit, qu'on regarde bien pour que tout fonctionne bien huiler les choses, parce que de toute façon, elle va aller très vite. Et je sais que pour elle, c'est la bonne façon de faire et tout. Et c'est là qu'on commence à se rencontrer. Alors du coup, tu intègres en Juin 2023. Juin 2023. Oui. Donc il y a 1 an et demi maintenant, un peu plus d'1 an et demi. C'est quoi ton parcours dans le cercle? Comment ça se passe? Est-ce que tu vois tout de suite de l'intérêt? Comment ça fonctionne? Enfin voilà, en toute franchise et honnêteté, bien sûr. Alors, moi, je nie pas que c'est un vrai paquet à mettre en place. Et je le dis tout le temps, parce que ça revient le côté financier. Par contre, on revient au côté sélectif et ça filtre aussi. Et ça permet aussi, dans l'engagement entre soi-même et soi-même, d'aller encore plus chercher des opérations et de rentabiliser. Et moi, je dis, une personne qui a le respect de son argent, elle doit le rentabiliser directement. Je suis entièrement d'accord. En fait, si tu as le respect, tout sous que tu investis sur toi, tu le rentabilises. Même en semant les graines, tu vas pas avoir le résultat direct. Mais il faut vraiment que tu te bouges, il faut vraiment que tu passes à l'action dans ça. Moi, cette partie-là, c'est ma responsabilité. C'est pas la responsabilité du cercle. Par contre, là où ça vient, je vois aujourd'hui, et même tout au long du cercle, moi j'ai mis du temps pour faire l'onboarding. Comme je fais beaucoup d'enchères, je ne suis pas là tout le temps dans les coachings de groupe, parce que je suis passée à un certain moment, et à partir du moment où je suis autonome, moi je ne veux pas prendre une place pour prendre une place, ou bien juste perdre du temps pour perdre du temps. Même si j'aurais aimé que je sois là dans tous les coachings, parce que c'est hyper formateur. Mais malheureusement, mon temps ne le permet pas. Tu vois, comme si que tu es dans un séminaire ou un mastermind, moi j'ai la visualisation que je veux bien que tout le monde se met dans la queue, et j'ai l'impression qu'on échange les cerveaux. Et ça permet un peu de mutualiser toutes les compétences. Eh ben, j'aurais aimé, mais malheureusement, je ne pourrais pas, contrainte de temps et contrainte de vie quotidienne. Et le cercle a été aussi fait pour que ça réponde à tout type de personnes. Donc, quelqu'un qui j'apprécie beaucoup. Et quelqu'un qui veut tout faire ce qu'il y a dans le cercle, à un moment, il faut quand même qu'il aille au charbon. Donc, je pense qu'il y a des époques et des moments où toi, tu en es dans ta vie entrepreneuriale, où tu dois passer plus de temps sur certains trucs, moins de temps sur d'autres. Et comme tu dis, y aller à bon escient, parce que si c'est juste pour faire les ateliers, les workdays, comment passer dans les club deals, etc., pour juste écouter ce qui s'y passe, c'est à un moment, le cercle, comme tu as dit, c'est une somme, c'est quelque chose où il y a beaucoup de moyens qui sont mis derrière, mais le but, c'est pour les mettre en action, en fait, parce que si tu n'appliques pas ce qui est délivré à l'intérieur et les conseils qu'on donne, et du coup que tu viens pas juste plutôt pour revalider au fur et à mesure des choses quand tu en as besoin. Enfin, vraiment, on se veut assistant à maître d'ouvrage, mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est de dire, on délivre ce qu'il faut, la bonne manière, les bons outils, tu mets en place, et au fur et à mesure, quand tu as besoin, tu reviens qu'à ce moment-là en disant, tac, là, j'aimerais que tu me reconseilles sur ma validation de prix, sur... Alors, je reviens par rapport à moi où ça a été vraiment bien le cercle. J'ai testé, parce qu'au départ, de prendre en main les outils, c'est des outils quand même qui sont très puissants, que ça nous aide vraiment dans l'outil décisionnel pour se décider par rapport au prix. Mais à partir du moment où tu as mis, entre guillemets, tu connais ton secteur, facilement cette phase-là, à partir de... Bien sûr, je mets toujours du nuancé. En tout cas, pour moi, c'était rapidement prise en main ce côté-là. Mais là où ça vient, la puissance du cercle, de mon côté, c'est le jour où j'avais le projet de promotion, que j'appelle directement les 2 Patrick, que je les ai 2 heures, le jour même, mais pas le jour même, dans l'heure, qu'ils passent, ils me épulchent tous les trucs. Finalement, c'est une formation accélérée de la promotion, que je t'appelle directement, qu'il y a ce côté-là rapide, voilà, fais ceci, fais cela, que je présente finalement, que j'ai une claque, que finalement, c'est pas un bon projet, que tu te dis, heureusement que ça le sache, sinon ça aurait pu prendre 3 ans et en même temps, beaucoup de pertes financières. C'est là où ça vient, la puissance du cercle. Mais c'est qu'on en parle à midi. Je suis très reconnaissante. Voilà, c'est ça. C'est que le projet, on te dit, écoute, tu as fait ce qu'il fallait. Mais pose tout, c'est pas bon en fait. Mais je connais la théorie de la promotion. Et du coup, maintenant, tu repars à autre chose et tu te fais plus avoir, ça va plus vite. Enfin, plus avoir, c'est pas que tu te faisais avoir, mais tu sauras bien le monter tout de suite du premier coup. En fait, c'est vraiment ça. Le but, et nous, on insiste beaucoup avec Ben, encore plus maintenant, sur le fait qu'il faut travailler. Alors, toi, tu es passé sur des cas concrets parce que tu avais eu l'occasion d'en avoir un, mais on insiste beaucoup sur des exercices que les gens doivent travailler, nous présenter des choses même si elles ne sont pas bonnes, pour justement, encore une fois, que le cerveau, il assimile. Il y en a qui vont aller très très vite, puis il y en a qui vont avoir besoin de 4 ou 5 opérations pour assimiler le truc. Et c'est vraiment une volonté de le faire.
Puis la méthode d'apprentissage, elle n'est pas la même entre on te délivre du contenu et tu fais et tu te corriges ou tu te fais corriger, tu remodifies, etc. Et tu apprends par l'expérience. La mémorisation de l'information Et n'est c'est pas pas pareil. du tout la même chose en termes d'intégration et de compréhension de ce process-là. Donc des exercices, entre guillemets, c'est indispensable. Et en plus, quand c'est tes propres OP ou tes propres travails, visites, etc., que tu modélises, que tu vois d'autres marchands qui le font, ça c'est hyper formateur. Je suis pas fan de l'école française, mais il y a quand même la notion d'amphithéâtre, cours magistral. Après, tu as le cours où il y a un peu Et d'exo. Puis et- après, tu as les travaux pratiques. Ouais, Tout à fait. Voilà. Et puis, les travaux pratiques, bah, là, tu es face à toi-même. sûr. Alors bon, là, avec beaucoup moins de risques à l'école qu'en marchand. Oui. Mais c'est clairement ça. Et on s'en est beaucoup inspiré, en fait, pour nous assurer que les gens soient testés avant. Alors, il y en a qui se testent pas. Du coup, le but, c'est qu'ils regardent peut-être les autres se tester, qu'ils regardent les opérations des autres pour petit à petit comprendre, implémenter et pouvoir se dire... Bon, ben voilà, moi, quand je vais devoir m'y mettre, comment je vais m'y mettre étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, quoi. Mais moi, si je peux me permettre, Ouais. ce que j'apprécie dans ton parcours et dans la façon, entre guillemets, dont tu te sers du cercle, en tout cas de ce que j'en vois, moi, c'est que tu es venu sur en fait, ça aurait pu être très game changer dans ton entreprise, de te planter sur les décisions où on a fait en sorte qu'on t'évite pas de te planter, parce que tu ne te serais pas planté, mais des décisions un peu stratégiques et des moments clés qui auraient fait que là, tu aurais immobilisé ton cash pendant très longtemps sur ce projet-là, ou que tu n'aurais pas choisi telle ou telle décision, ou on t'a ouvert sur... on parlait à midi, avant ce podcast, de projets de Défisc et de Vire. En fait, c'est des œillères, entre guillemets, mais que tu avais inconscient, tu savais pas qu'il y avait ça, et hop, on te dit, hop, il y a ça de ce côté-là. Tout à l'heure, tu disais, tu as les neurones qui s'éclairent, là, ils sont en mouvement, fait, c'est etc. la même... Et ça t'ouvre des trucs en plus. Et en fait, c'est difficile à quantifier comme valeur. Mais en fait, c'est des Inestimable. projets, c'est énorme. En fait. Elle est inestimable, la valeur. Mais en fait, c'est tellement vrai, elle est inestimable, la valeur, parce que finalement, s'il n'y avait pas le cercle, objectivement, j'aurais pas dit oui pour étudier le dossier de promotion. Ouais. Ouais, en plus. Parce que directement, je sais que directement, j'ai Patrick, les deux Patrick, banquier et Vire, à contacter. Et si j'avais pas ces deux contacts-là, je me dis, bon, désolé, j'ai peur. Je vais pas à l'action, même pour étudier le dossier. Et là, aujourd'hui, je sais de A à Z comment faire, parce que j'ai modélisé 3 projets de promotion depuis. Et théoriquement, je suis bonne. Et puis, il y en a potentiellement un qui va bien marcher. Et ce dossier-là qui va bien Exact. marcher, tu vas pouvoir le faire, tu vas prendre de la marge que tu n'aurais jamais fait. Il y a un alignement aussi, parce que finalement, dans ce process, que finalement, ça n'a pas allé jusqu'au bout, c'est venu pile poil dans une phase de négociation avec un gros promoteur où j'avais tous les termes techniques. Bah oui, mais c'est sûr. Mais, Or que, objectivement, quelques semaines en arrière, j'étais... mais Après, attention, t'es quelqu'un qui apprend très vite. Vraiment, Oui, pas faux. je veux pas te Oui, jeter oui. des fleurs, Ouais, c'est mais c'est vrai. Tu apprends vite, tu comprends vite, t'as une grosse mémoire. Tu mets très bien en action une fois que t'es prête. Donc voilà, c'est pas aussi simple vrai. pour tout le monde. Donc je mets un peu de nuance à tout ça. Parce Il que faut ça, toujours j'en bien sais rien, dire. T'as raison. mais en fait, Promotion demain, non, c'est important. Voilà, c'est important que les gens comprennent que voilà, il y a tout type de profil. D'ailleurs, l'objectif c'est d'interviewer aussi des membres qui sont vraiment full débutants, qui débutent pour que les gens comprennent bien qu'en fait faut se connaître, c'est ce qu'on dit souvent, et que le but c'est de pouvoir accompagner tout le monde suivant le niveau où tu as envie d'aller, parce qu'il y en a plein, nous la promotion dans le cercle. Oh là là, Mais je vais rajouter encore du nuancé, parce que moi je fais beaucoup de petites opérations et qui tombent pratiquement tout. L'objectif c'est que j'ai une régularité, parce qu'au marchand en fait c'est que c'est ponctuel. La trésor, elle est bloquée un peu partout et c'est ponctuel que ça arrive. Moi, ce que je veux, c'est j'ai de la récurrence dans la trésor qui tombe et j'ai beaucoup de travail qui est mis en place pour que dans quelques mois, on sait qu'on va avoir une petite opération qui tombe tous les mois pour assurer le point mort, Exactement, tout ce qu'on a Du vu, coup, en fait, la promotion, c'est autre chose et aussi les grosses opérations, c'est autre chose. Mais en même temps, les petites opérations, c'est les plus faciles à mettre en place, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est nickel. Hein. Si on parle concrètement, c'est quoi que tu appelles une petite opération encore actuellement en termes de marge? Parce que je pense qu'il y a des gens qui se disent. Tu vas rigoler. Hein. Non, en mais fait, je veux sais justement, même dans le moi, cercle, ils me mettent un peu dans un pied d'escale, mais finalement, en fait, moi, une bonne C'est opération, à partir du moment où j'ai 20% du prix de revient, Ouais, où j'ai un retour numéraire entre 30 000 et 50 000. d'accord. C'est ça pour moi une petite opération. Et aujourd'hui, avec la récurrence et aussi avec l'assise financière, je peux me permettre de dire, je peux baisser jusqu'à 15-14% de la marge en prix de revient si jamais j'ai la même opération. Question que j'ai quand même cette récurrence dont je parle et l'opération, elle est facile et j'ai les investisseurs en place. Il y a Ok. plusieurs points à cocher. Hein. Non, mais du coup, pour revenir là-dessus, ça veut dire que c'est des opérations qui vont être sur un prix de revient d'environ 100-110 000 euros potentiellement. peut-être, Exactement, et qui vont se revendre 140-150 000. tout à fait. Sauf que, tu l'as dit tout à l'heure, et tu en as une par mois. Voilà. Donc 30 000
x 12, bah, faites vite le calcul et voyez les niveaux de marge que ça peut faire. Mais non, mais ça, c'est un truc que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. C'est pour ça que je le disais, parce qu'en fait, il y a plein de Et gens c'est qui me le disent cas, au bout de moi 30 j'ai 000, une mais c'est de la vingtaine qui merde. tournent comme ça. Ouais, mais J'ai une vingtaine d'opérations qui tournent comme ça et ça m'assure ma marge et ça me rassure. Pour moi, c'est important que ça me rassure. Et les grosses OP, quand ça tombe, c'est la cerise sur le gâteau. Non, mais c'est ça en fait. Et encore une fois, dans le scale, ce qu'il y a, c'est que tu as une stratégie pour ta trésorerie, tes fonds propres. Tu as une stratégie aussi de revente, investisseur clé en main. Tu as créé une communauté de levée de fonds, une communauté de vente, un réseau autour de toi, que tu travailles beaucoup, tu es une grosse fonceuse. Et j'aime bien mettre de la nuance à tout ça parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais je vais faire une opération par mois ». Tout le monde n'a pas la capacité de le faire. Intellectuellement. Et ça a été structuré pour, parce qu'on en a parlé dans plein de vidéos, la trésor, rien que la trésor de base, même si c'est des opérations qui sont rapides, que tu gères bien, il faut cette trésor. Et ce qui est même marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est la semaine dernière, je détecte une opération à Toulouse, je t'appelle, on voit avec Ben et on est en train de regarder l'opération tous ensemble, on ne sait pas comment on va faire une offre cette semaine, mais ça se fait jamais. Si t'intègres pas et qu'on voit pas aussi chez toi un potentiel d'analyse, de recul sur les choses et qui fait que nous on est plus en confiance, on parle beaucoup d'associations, on va être plus en confiance avec quelqu'un comme toi où on sait que les choses vont être posées, réfléchies, les choses peuvent être dites. C'est plus simple de se dire on réfléchit au truc ensemble et demain tu trouves un truc à côté de chez moi, tu vas dire tiens Seb, il y a un truc là-bas, comment tu vois les choses et même si on le fait pas ensemble en fait, mais le but c'est de se dire on va y réfléchir ensemble et ça il n'y a pas d'engagement, voilà, exactement. Et on revient à aussi une des puissances du cercle, c'est que moi je vois aujourd'hui, à partir du moment où il y a une opération qui est passée en club deal, c'est que déjà ça passait un premier filtre, deuxième filtre, troisième filtre, les yeux fermés, un ticket dedans. D'ailleurs, merci à Mani, parce que Mani, on est sur un projet à Toulon, là, merci. Mais tu rigoles, mais ça, le club deal, il y a des gens qui rentrent dans le cercle presque uniquement pour ça, en toute honnêteté, pour placer leur fonds de base. Faut pas que ça soit que ça, mais bon. Parce qu'ils, pour investir leurs fonds. Oui, ça se comprend. Ils apprennent le métier, ils voient ça à long terme, ils disent, en attendant que moi, parce qu'ils ont beaucoup de fonds. Ils vont peut-être faire une ou deux opérations au démarrage. Mais ils disent, en attendant, rien que le placement de mon argent va largement payer ma cotise et me dire, parce qu'au début, la cotise est plus chère parce qu'on le temps d'apprendre, on passe beaucoup plus de temps aussi, d'énergie avant de passer en troisième année. Et les gens, en fait, placent leur argent. Et du coup, comme tu viens de dire, l'histoire du club deal, mais même moi, je place de l'argent dans les trucs, je regarde pas l'OP. Je ne sais pas. Je sais juste qu'elle a passé les filtres. Et que du coup, parce que j'ai vu des OP refusés qui étaient costauds et qui étaient bien, avec des opérateurs qui étaient bons. Et il y a eu un no-go. Et d'ailleurs, des moments, ça a fait tout le monde, un peu de gens vexés. Mais c'est comme ça, en fait. C'est le but du truc, c'est d'avoir vraiment des opérations clean. Et on assure le financement en sortie de club deal. C'est qu'on n'est pas fou. Combien de fois on a levé 1 million d'euros en un post sur Facebook, c'est important. Bref, on va pas parler que du cercle. Mais en même temps, je reviens aussi par rapport au point fort du cercle. Moi, je vois aujourd'hui, quand j'ai une problématique, je mets dans le groupe Facebook directement, pratiquement dans les 5 minutes, pour pas dire la minute après, il y a une personne qui va partager son retour. Et ça, c'est un gros point fort. Et aussi les Worksday. Les derniers Worksday, on parlait de la vire. Moi, j'ai appris petit à petit la vire et j'étais un peu émerveillée par rapport à la vire et aussi la défisque. Et pendant la journée, je trouvais déjà l'immeuble à côté de Toulouse. C'est une vitesse d'implémentation rapide. Direct, en fait, j'ai regardé, je vois l'éligibilité. En fait, c'est... parce gros, que le process est tu bien le vois fait. nulle part, ce côté-là, d'avoir un peu le côté clair. Et moi, je suis quelqu'un, à partir du moment où j'ai un acheminement qui est clair, j'apprends directement et j'implémente rapidement. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et même si je suis très occupée, les Worksday, c'est bloqué dans mon agenda. C'est une priorité, car je sais très bien, déjà, pour rencontrer les membres, parce que j'aime bien connaître les membres et échanger tout ça, et l'échange il est hyper riche, surtout le côté perso-pro, et un peu de partager les tips entre nous. Le côté aussi de voir celui-là directement, en fait, quand on est dans les Worksday, je me dis, celui-là, certainement, je peux m'associer avec lui. Celui-là, en fait, miette. Du coup, en fait, dans le sens que tu vas te dire, quel feeling je peux aller, on est vraiment sur les mêmes valeurs, c'est sur les mêmes longueurs d'onde et tout ça. Autre personne, pas forcément. Voilà, je trouve que c'est vraiment top. Ce côté Worksday et présence, c'est bien aussi que ça soit très proche aussi, depuis la nouvelle structuration. Et ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est plutôt, vous êtes constamment en évolution. C'est-à-dire toujours, il y a des outils, il y a de l'investissement. C'est pas assez bon, on a des membres et on refait les mêmes... on réchauffe les restes, tu vois. Non, du tout. Bon. Du coup, bravo. Du coup, là-dessus, parce que mine de rien, je crois que ça fait presque 1h30 qu'on discute tous les trois et c'est super. Moi, je voulais parler de 2 choses avec toi.
encore. La première chose, c'est rapidement, parce que justement, on fait un workday spécifique là-dessus sur les enchères où tu animes dans 2 jours. Parler un peu des enchères très rapidement, plutôt de le process très simplifié et de quels sont les risques associés et par contre les avantages de tout ça. Encore une fois, inconvénients et avantages. Et après, derrière, comment tu vois la suite dans ta structuration, etc. C'est les 2 dernières questions que je voudrais te poser. Ok. La première, concernant les enchères, déjà, les enchères, c'était pas du tout objectif d'aller dans les enchères. C'est grâce à un couple qui était avec nous dans les projets clés en main qui nous a envoyé de le représenter aux enchères. C'est vraiment le premier, la porte d'entrée pour entrer dans les enchères. Et moi, je dis, en fait, j'avais la croyance, j'arrive à chercher des pépites, à dénicher des pépites dans le marché lambda. Pourquoi aller, entre guillemets, m'emmerder avec le côté juridique de tout ce qui est enchères? Au fur et à mesure, j'assistais en tant que touriste pendant 2 mois, de octobre jusqu'à décembre 2022, avant de créer ma société de marchand. J'assistais tous les jeudis à Toulouse. Vous pouvez aller en touriste sans avocat, assister. Je peux vous dire que j'avais une tachycardie. Je me présente même pas, j'avais même pas un avocat. C'est une ambiance un peu spéciale, surtout quand il y a du monde. C'est parfois une guerre de coq. C'est pas. Il y a des anciens marchands, hein. Oui, voilà. Ah, les anciens marchands, ils font peur dans certains endroits. Et tu te dis, en fait, ma place, elle est où? Mais moi, je vais faire quoi ici? Ouais, j'ai eu la même chose. Ma place, elle est où? Et je peux vous dire, aujourd'hui, je suis parmi les plus gros marchands sur le tribunal de Toulouse. Ça fait un mystère dans le tribunal de Toulouse. C'est qui cette gamine? Et comment ça, elle a des adjudications comme ça? Et d'où elle a les fonds? Et beaucoup de questions tournent autour de moi. Et en même temps, je laisse le mystère. C'est juste de se dire, au moment où j'ai démarré et aujourd'hui, et ça fait même pas 1 an et demi, dans tout ce process, on va dire 2 ans. Du coup, les enchères, il faut se dire qu'il faut quand même de la trésor qui est disponible, ou bien que vous avez déjà l'accord de financement pour aller dans les enchères. Déjà, la première chose à mettre en place, quand on est marchand, et en même temps, on revient toujours, le financement, c'est pas le problème à partir du moment où c'est une bonne opération. On peut trouver l'argent autour de nous pour faire lever ou pour aller chercher. Il faut savoir aussi que 90% des adjudications partent plus cher que le marché. Beaucoup de personnes pensent que les enchères ont fait des pépites tout le temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, c'est la régularité qui paye aux enchères. Et le déclic qui m'a transformée de la touriste aux enchères jusqu'à aller pour me faire représenter avec un avocat, c'est que j'ai visité un bien, c'était fin de défisque, c'était très bien, et j'étais la seule, il y avait une carence d'enchères. J'ai dit à l'avocate, ma banque elle est juste à côté, je vais chercher les chèques de banque, elle a refusé. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il faut être là tout le temps. Le jour où il n'y avait personne, en fait, tu l'as à un très bon prix. Ou bien aussi le jour où il y a des problèmes que toi, tu sais régler, là où tu peux avoir une pépite. Ou bien là où tu peux l'avoir plus cher, mais en même temps, tu as la méthodologie, comment tu peux optimiser. Et ça, bien évidemment, j'expliquerai au Workday plus en détail parce que c'est très spécifique. La méthodologie, déjà, on ne peut pas se présenter. Ce n'est pas qu'on met une enchère avec les voitures. Ce n'est pas nous, on lève. Ça nous est arrivé, nous, au tribunal, des personnes qui rajoutaient. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est notre avocat qui enchérit à notre place. On peut être à côté, comme on peut lui donner un mandat, un maximum qu'il ne peut pas dépasser. Il faut savoir qu'on a 2 mois pour vendre. Tout dépend. Est-ce que c'est une saisie immobilière? Est-ce que c'est plutôt une liquidation? Ou bien est-ce que c'est plutôt une licitation? En fait, c'est des mots techniques, mais en même temps, c'est important. C'est pas les mêmes cadres dans la saisie. C'est pas la même cadre. Quel type de société? Voilà, exactement. Ouais. C'est pas comme une procédure de recouvrement. Une saisie, c'est la banque ou autre. Un bien aux enchères, c'est un bien selon trois typologies. Soit c'est une saisie parce que la personne n'a pas payé son crédit, ou bien il n'a pas payé les frais de syndic, ou bien il a une reconnaissance de dette perso, du coup la personne elle a pu vendre le bien. Ça peut être une liquidation judiciaire professionnelle ou perso, et ça peut être aussi une licitation, c'est-à-dire des personnes qui sont en indivision. Qui se mettent pas d'accord et finalement le bien il part aux enchères. Et là c'est en fait dans les 3 cas c'est des procédures qui sont spécifiques. Mais en grosso modo il faut se rendre compte qu'on a 2 mois pour payer le montant de l'adjudication. À partir du moment où on est adjudicataire, il y a 2 mois de délai pour payer. Sinon à partir du moment du jour de l'enchère. Du jour de l'enchère. Voilà, du jour de l'enchère. Exactement, parce qu'en fait, il y a des jours et parfois les 10 jours, il y a les intérêts qui piquent. Du coup, à partir de ce moment-là, il y a les intérêts qui peuvent se rajouter. Et les intérêts, il y a la théorie, il y a la pratique selon les tribunaux. Des intérêts qui seront plutôt les intérêts du semestre en cours, qui reviennent au jour de l'adjudication. Et à partir de 4 mois de retard d'intérêt, il y a une majoration de 5 points.
Du coup, en fait, il faut prendre en considération tout ce côté-là. Il ne faut pas faire l'autruche. Si vous avez, par exemple, eu votre crédit plus tard, il faut juste se dire que je prévois déjà dans mon décisionnel qu'il y aura les intérêts de retard, mais en même temps aussi que je contacte l'avocat pour lui dire voilà. Ce qui est bien, c'est que dans les enchères, en fait, c'est une procédure qui est parallèle au marché normal et il y a plusieurs forces et manœuvres aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est adjudicataire et le bien il est loué et le locataire il est bon payeur, on commence déjà à percevoir le loyer avant même de payer le prix. Aussi, si le propriétaire qui l'occupe, en fait, le jugement d'adjudication, c'est un jugement d'expulsion. Du coup, on peut expulser le bien, même si il y a déjà une procédure, parce qu'on est en France, du coup, voilà. Oui, parce que du coup, on peut avoir des adjudications sur des biens qui sont occupés par le propriétaire, occupés par des locataires, occupés par des... par le locataire, du coup, tu es dans une procédure d'expulsion par le propriétaire. Ça vaut expulsion. Donc il est considéré comme occupant sans droit d'expulsion. Mais bon, c'est compliqué. La seule fois que je suis allé aux enchères, j'ai eu de la chance que je suis tombé sur un truc où il n'y avait personne. Et je suis tombé sur ce cas-là où en fait c'était des propriétaires qui valaient expulsion. Et je me rappelle arrivé, j'avais déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, mais je suis arrivé là-bas et en fait il y avait des enfants. Je peux vous assurer, notre métier n'est pas toujours si simple. Et je suis arrivé, il y avait des enfants dedans. Et en fait, je lui dis, mais vous savez, je peux vous faire partir là très rapidement, j'en ai pas pour longtemps. Et il me dit, s'il vous plaît, laissez-moi 2 mois et comment je dois m'en occuper. Et je lui ai proposé de l'aider, etc. Ils ont, avec des bailleurs sociaux pour essayer dans les papiers, etc. Ils n'ont pas voulu et clairement, au bout de 2 mois, ils sont partis. J'ai pas eu de soucis à le faire. Mais il faut avoir conscience que, de toute façon, c'est pas vous, c'est un autre. Et si c'est vous, vous allez peut-être le faire mieux que les autres. Donc, n'ayez pas peur de ce genre de situation. Ça paraît toujours comme en étant aux enchères la mauvaise personne qui va profiter du malheur des uns ou des autres. Finalement, des fois, on rend service. Il faut toujours privilégier l'humain. Moi, je privilégie l'humain. Des solutions pour, s'il y a des evictions, les négocier, reloger, etc. Et souvent, c'est des meilleures solutions qu'ils sont complètement endettés, ils peuvent rien faire en fait. Tout à fait. Du coup, une fois qu'on est adjudicataire, il faut attendre les 10 jours. Une fois que les 10 jours sont passés, il n'y a pas de surenchère. Vous êtes adjudicataire final. Il ne faut pas oublier depuis le premier jour d'assurer le bien parce qu'il peut y avoir entre les 10 jours un sinistre. Et go. Après, il y a tout un tas en fait, il y a tout un tas de procédures. Après, bien évidemment, exactement, il faut avoir un avocat qui peut vous représenter gratuitement, ou bien il sera payé si adjudication remportée, ou bien aussi il peut avoir des frais de représentation qui varient selon les tribunaux, entre 100 et 300 euros au TTC à peu près. En même temps, pour pouvoir aller dans les enchères, vous savez, quand il y a la fiche qui est mise sur les sites ou bien sur le placard du tribunal, il y a la mise à prix. Du coup, il faut 10% de cette mise à prix avec un minimum de 3 000 euros à apporter en chèque de banque. Un chèque de banque, ce n'est pas un chèque normal. Un chèque de banque, c'est que déjà, la banque, elle va récupérer les fonds, elle va les mettre dans un compte séquestre. Déjà, la trésorerie, et la trésorerie, elle est déjà sur le compte. Voilà. Et tu amènes un point crucial, c'est que il faut au moins 10% du prix. C'est que le fameux apport, on ne le lève pas, ou je sais pas quoi, une fois qu'on a fait une offre et qu'on a passé ce compromis. Et 2 mois après, il faut payer le prix. Donc, les banques, aujourd'hui, avoir un financement en 2 mois, c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment être sûr de ses capacités, en fait, en termes de trésorerie ou de levier. Faut être sûr de ça avant de se lancer, on est d'accord? Tout à fait. Il faut vraiment être sûr. Et surtout, si jamais vous ne payez pas, déjà, c'est ferme l'adjudication. Et si vous ne payez pas, ça va partir en folle enchère et ce n'est pas bien. Il faut faire vraiment attention par rapport à tout ce process-là. Vous allez avoir des frais en plus. D'ailleurs, il faut bien les calculer. À la fin, c'est toi qui saisis. À la fin, ils viennent te saisir toi pour payer. Voilà, indirectement. Et en même temps, tu payes les frais de la deuxième enchère aussi. Oui, ce qui est normal. Du coup, Et si tu as déjà avancé des fonds, ces fonds-là seront perdus. Il faut vraiment prendre en considération tous ces points-là et ne pas faire n'importe quoi, car ça peut faire vraiment mal. Moi, personnellement, ce n'est pas des choses que je recommande d'aller directement dans les enchères, parce qu'il faut maîtriser quand même un minimum. Mais ça reste, la régularité, elle paye. Nous, aujourd'hui, pour vous donner un peu des chiffres, pour 170 représentations aux enchères, c'est-à-dire en 2 ans à peu près, 170 représentations aux enchères, c'est-à-dire on a déjà visité, on a validé le bien, on a étudié le bien, on a fait le chèque de banque, mais on n'a pas eu tout. On a eu à peu près une vingtaine. Du coup, on est à un taux de 11%. C'est déjà bien. Mais non, en fait, il est faussé ce taux. Pourquoi ? Parce que depuis septembre, on a eu déjà 6. Pourquoi ? Parce qu'on a élargi de Toulouse, on est un peu partout en France. Ah oui, ok.
Du coup, ce taux, il est faussé. On était à 8% plutôt en taux de conversion. Ouais, c'est parce que ce que j'ai dit, 11%, pour moi, c'est beaucoup parce que Oui. c'est rare dans une seule ville. C'est rare D'où le fait que j'ai nuancé, direct. Voilà, parce que c'est rare d'être au-dessus de 10% dans une ville parce qu'il y a d'autres marchands, très clairement, qui des moments, c'est un produit qui leur correspond, parce que des moments, comme tu disais, il y a déjà 90% qui part au-dessus. Donc, s'il y a 90% qui part au-dessus du prix du marché, tu dois te contenter des 10% qui restent à se dispatcher avec certains marchands sur les biens sur lesquels tu te mets d'accord. C'est un peu un effet casino, hein. Même les marchands, parfois, ça t'as de l'adrénaline un peu, d'y t'as l'adrénaline d'y bien être, sûr. et parfois, je le veux. Il faut juste se dire que c'est quoi mon prix, que même si j'ai dépassé, c'est quoi ma marge de dépassement, et comment je peux l'optimiser, cette marge-là, si j'ai dépassé, et en même temps, de ne pas voir les 1000 qui se rajoutent, hein. Il faut voir plutôt les 20 000 ou 30 000 que tu vas rajouter, hein. Après, il faut prendre en considération tout ce côté-là. Et aussi, aux enchères, il faut se dire que c'est pour moi, si c'est pas pour moi, c'est pas grave, ça sera autre. Il faut arriver c'est difficile, à se détacher c'est parfois de cette ça émotion. qui est difficile quand tu as travaillé sur le dossier. C'est ce qu'on a dit dans c'est difficile, plusieurs, surtout quand c'est inoccupé, quand c'est et vraiment c'est pas évident. Ouais. C'est ce qu'on a dit dans plusieurs vidéos et même des moments à certains membres qui débutent. Quand on débute, on a envie que l'affaire elle se fasse. On met de l'émotion, on a envie que ça se fasse. On est là et il y a rien. Enfin, ce qui est le plus dur, c'est d'avoir travaillé sur un dossier et de reculer. Ouais, bien sûr. Ne pas la regarder, c'est simple, c'est ce que font tout le monde. Le plus dur, c'est de dire je travaille sur le dossier, j'y crois, je suis arrivé à un prix et tu le vois partir à 1 000 €. Tu te dis 1 000 € fondamentalement, c'est pas ce qui fait la différence. Mais si tu te mets jamais de limite, t'es foutu. Et c'est pour ça que c'est des stratégies où quand tu débutes, je peux trouver ça dangereux. Sauf si, bien sûr, encore une fois, tu as beaucoup de fonds, tu es bien accompagné. Tout à Moi, fait. je fais simple. Moi, je donne mandat avec un prix. Comme ça, j'y suis même pas. Et j'ai la SMS Ça, c'est du bien. suivi. Parce qu'au moins, là, je l'ai fait quelques fois. T'as pas d'emmerde. Ça, c'est bien. Enfin, t'as pas d'émotion, t'es pas sur place, etc. Moi, je vais pas au tribunal. Par contre, je suis, en fait, les personnes qui sont sur place, ils m'écrivent petit SMS, voilà, dans le WhatsApp. Et j'ai l'impression que je vis quand même. J'ai déjà mon outil décisionnel qui est ouvert et j'essaie un peu de rajouter comme si je monte. Voilà, je monte au fur et à mesure et j'aime bien cette ambiance-là. Par contre, il faut savoir s'arrêter. Et aussi, les gens pourquoi 90% partent plus cher? Parce qu'on ne prend pas en considération les frais aux enchères. Les frais, en fait, il y a beaucoup de frais cachés qu'on ne vous dit pas qu'au moment où finalement vous faites la première et du coup, vous allez recevoir les factures. Et ne vous inquiétez pas, aux enchères, l'huissier, il va toquer à votre porte. Hein, parce que nous, ça nous est arrivé, nos maris à deux, ils cachaient les voitures parce que les huissiers, ils démarquent. Aline, il a eu peur, son mari, quand l'huissier arrive. Quand on a fait l'opération, il a vu l'huissier taper à la porte, il a dit j'ai rien fait. C'est ça. Non, c'était juste pour signifier le jugement d'adjudication. Exactement. Mais je souligne un truc quand même, vous vous rendez peut-être pas compte, mais le boulot que c'est 170 dossiers. Genre en analyse. Analyse, visite, aller faire les chèques de banque, aller se faire représenter, suivre les dossiers et puis avoir 20 opérations qui sortent. Enfin, c'est colossal. C'est colossal. Donc, quand on disait que c'était Amani une bosseuse, c'est une grosse bosseuse. Ouais, la valeur de travail, elle est très. Tu sais, j'ai fait l'exercice de valeur. La valeur de travail, elle est bien présente chez moi. Et du coup, je pense que ça fait la bonne transition avec la question de Seb. C'est ce que j'allais dire. Écoute, comment tu vois la suite? On en a un peu parlé à midi très rapidement, mais on peut avoir le même débat justement. On n'a pas fini, on allait très vite, on a mangé. C'est quoi qui te limite actuellement? Qu'est-ce qui va te limiter? Aujourd'hui, comment tu vois la suite? Qu'est-ce qui peut être limitant pour toi? Enfin voilà, en gros, c'est quoi la suite? Comment tu la vois? Quoi. Tu sais, moi, je pose pas mes objectifs. Moi, ce que je sais, que moi, je suis quelqu'un qui va être ouvert aux opportunités, qui sont alignées avec mes valeurs, et je me lancerai. Mes objectifs de début d'année, c'est ça. Et je reste fidèle à ces objectifs-là. J'ai pas forcément des chiffres. Et je vois, en fait, finalement, quand je mets des chiffres, jamais je suis, entre guillemets, parce qu'au fur et à mesure, il y a des choses que si je reviens quelques années en arrière et tu me dis la manie d'aujourd'hui, je te dis non, tu parles pas de moi. Et c'est là où il y a le kiff aussi. Je laisse un peu, je suis le flow. Par contre, je mets l'action qu'il faut. Je me bouge, je mets en place les choses. Par contre, je te dis un peu les objectifs que je veux mettre en place. Moi, 2025, j'ai commencé à mettre en place une bonne rémunération. Je veux bien travailler, reprendre le côté investissement. Et l'objectif, c'est que je travaille le marchand en sécurisant aussi du patrimoine en même temps. Okay. Du coup, il y a une création d'une foncière, il y a un avancement dans ce level-là. Je veux bien reprendre aussi tout ce qui est formation, parce que quand tu es en marche, tu peux pas être partout. Quand je suis en marchand, j'ai un peu délaissé un peu tout ce qui est formation. Et c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Du coup, mon objectif, c'est que je vais mettre en place une formation par rapport à mon expertise aux enchères. Il va y avoir une formation pour les personnes qui veulent passer à l'action aux enchères immobilières, un acheminement étape par étape
pour qu'ils prennent un peu le mystère, comme moi je le voyais de l'extérieur des enchères immobilières. Aussi, je travaille beaucoup sur ce level de psychologie par rapport à l'argent, parce que je vois, que ce soit dans le cercle, les membres, les personnes qui sont autour de soi, moi-même, que je vois des réflexions ou des choses qui sortent, je me dis en fait pourquoi j'ai réagi comme ça face à une décision financière. Alors ça veut dire quoi? C'est quelle blessure qui sort? En fait, j'essaie un peu d'être l'observatrice par rapport à moi-même et aussi par rapport aux autres. Du coup, je veux bien parler de la psychologie par rapport à l'argent, se sécuriser, ce côté familial. Tout ce qui est transmission, ça m'anime beaucoup. C'est le côté psychogénérationnel qui revient et que je travaille dessus et en même temps, je veux le partager. Je veux lancer un podcast en tunisien, pseudo-français, à partager vraiment le quotidien par rapport à ça. En tout cas, les choses qui sont sur la table aujourd'hui et continuer dans la même lancée le marchand. L'objectif, c'est qu'on soit un peu partout dans les tribunaux qui nous intéressent dans toute l'année pour que le jour où il y a une bonne opportunité, on se lance. Et c'était le déclic de juillet. Juillet, on a eu un appartement dans une résidence où on a eu déjà un appartement qu'on a vendu. C'est une très, très bonne résidence. Et cet appartement, on l'avait déjà visité en normal. C'était affiché dans les 190 000. Et cet appartement, on a donné une offre 150 000 sans condition de financement. Le vendeur, il a refusé. Quelques mois après, je vois dans les enchères, j'appelle l'agent immobilier, je lui dis « Est-ce que c'est le même appartement ?» Il me dit « Oui, c'est le même appartement. Est-ce que je peux entrer en liaison ?» Il me dit « Écoutez, je vous donne le nom du mandataire judiciaire. » J'appelle le mandataire judiciaire, il est en relation avec la banque. Il me dit « Bon, donnez une offre. » Je refais mes calculs, je donne 140 000. Je lui dis « Bon, je baisse un peu, 140 000. » Il ne donne pas de suite l'organisme financier. Et finalement, on était les seuls aux enchères, on les a eu à 120. Comme quoi. Persévérance, travail. Voilà. Et finalement, en fait, on dit OK, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il fallait le prendre 20 000 euros moins cher. Voilà. Et du coup, par rapport à cette ressource temps, parce que tu fais plein de trucs, tu as prévu de structurer, d'embaucher ou tu ne sais pas, tout simplement Alors, aujourd'hui, on a des collaborateurs qui travaillent avec nous. Moi, je ne fais plus de visites. Moi, ma force de frappe, c'est de se dire, c'est le côté décisionnel. Du coup, je fais plus de visites, je ne suis plus au tribunal, aussi pareil. Par contre, les chiffres, c'est moi. Le titre décisionnel, c'est moi qui dis go ou no go pour un bien. Quand je suis en association avec Aline ou autre personne, du coup, on fait le go, no go ensemble. Et une fois que c'est bon, en fait, c'est l'équipe qui met en place les choses rapidement. On fait beaucoup de clés en main. Je mets en location courte durée parce qu'on essaie d'optimiser la phase de portage du bien. On essaye que ça paye au moins un minimum les intérêts par rapport aux frais engagés. Et une fois que c'est bon, c'est moi qui trouvera aussi, entre guillemets, ce côté profil. Parce que j'ai une liste d'attente d'investisseurs dans ma communauté qui, je sais que tel bien, ils cherchent de typologie de biens. Et directement, je sais tel bien, c'est tel bien. Et parfois, je fais un pari avec Aline. Je dis, est-ce qu'il va accepter à la fin du Zoom? Et rapidement, en fait, on envoie félicitations. Et c'est un peu ma force de frappe. Donc, convaincre, vendre bien la chose, mettre en place un process clé en main. Je mâche tout pour mes clients. Je les accompagne aussi dans le financement, le business plan, tout ce volet-là. Et en même temps, on a des partenaires qui sont autour de ça. Tout ce que moi je peux déléguer, je le délègue. Tout ce que moi je peux faire, c'est moi. Mais ça reste aussi, ça me prend énormément de temps, énormément de côté chronophage. Qu'au fur et à mesure, peut-être, je mettrai en place des process avec Loom, des vidéos pour que l'équipe, elle peut quand même faire. J'en suis pas à ça. Ouais, non, mais je veux bien arriver petit à petit. Genre, je te pose la question parce que c'est vrai que dans le groupe Scale là, qu'on a fait dans le cercle, on a identifié quatre différents profils pour là. Donc, ce sera au premier trimestre. Tu seras forcément là. Je sais que tu écouteras avec une oreille attentive. Et c'est vrai qu'on a pu regarder les modèles, comment les monter et comment pouvoir récupérer du temps parce que c'est toujours la même histoire. Et pour la mettre à bon escient, en fait, c'est pas pour dire, encore une fois, lifestyle, mais vraiment de se dire, je la mets là où j'ai de la valeur, là où tu aimes. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Si c'est la formation, si c'est aider les gens, enfin voilà, de toute façon, chacun met l'énergie où il veut. Et c'est vrai que on se rend compte qu'il y a différents types de bonnets. Nous, on en a pris un là qu'on va partager sur les réseaux. On va faire le suivi. On va faire le suivi. On se l'est promis. On va le faire. Donc, on va continuer. Là, la prochaine étape sera au premier trimestre. Okay. Et on pense vraiment, à tort ou à raison, mais que dans le scale, il faut s'entourer de gens compétents qui sont des collaborateurs. Pourquoi ? Parce que eux, ils vont passer 100% de leur temps et de leur énergie à ça.
Et ils sont pas moins bons ou meilleurs que nous, c'est pas le débat. C'est que on en a parlé pas mal pendant ce podcast, c'est que c'est leur volonté en fait d'être salariés. Ils souhaitent pas aller dans l'entrepreneuriat, tout du moins pas là. Et ils vont se donner corps et âme comme toi quand tu as mis un bon process de recrutement qu'on a pu partager déjà. Et ça te permet en fait d'avoir des gens qui sont passionnés autant que toi dans un process que tu vas mettre. Alors nous, on travaille beaucoup les process là en ce moment pour s'assurer que c'est soit fluide, que les décisions soient prises quand même pareil, le go, no go reste chez nous, mais que derrière, on puisse rester là où on a envie, là où on a de la valeur. Donc voilà, on te le partagera, on verra si c'est quelque chose qui te correspond. Ben écoute, moi je serais preneuse parce que jusque-là, on a des alternants, je prends des stagiaires souvent, j'ai des prestataires. Il faut savoir que la délégation prend beaucoup de temps pour transmettre aussi, pour mettre en place le process. Et en même temps, on revient au côté prestataire. Finalement, il n'y a pas le même engagement comme un salarié. Finalement, il peut être là, il peut refuser ou accepter tes propositions. Un stagiaire, il n'est pas là tout le temps. Un alternant aussi, pareil. Mais c'est bien parce que finalement, on les forme, mais en même temps, ça nous prend beaucoup d'énergie. Et accepter que ça ne soit pas fait comme toi. J'allais dire, c'est un peu la difficulté. C'est un peu la difficulté à un moment donné, quand on délègue, il faut accepter de lâcher un peu prise et de laisser faire les gens peut-être différemment, peut-être moins vite. On n'aurait pas fait comme ça, etc. En fait, moi, ça toi, tu l'as fait comme ça. Ouais, mais bon, t'as parlé de l'effet de levier bancaire, t'as compris l'effet de levier bancaire. Oui. Bah, l'effet de levier sur le temps, je pense que c'est le pareil avec des salariés ou des personnes qui vont bosser. Bon, mais écoute, en tout cas, on arrive au bout de cette discussion qui était géniale. Merci, je vous invite à suivre Amani sur les réseaux. Je sais pas si elle vous verra parce que de 130 000 à 130 000 si, mais en fait normalement je réponds, c'est moi qui réponds. Elle répond à tout le monde, envoyez UMP, elle a du temps. c'est moi qui réponds pratiquement à tout, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et aujourd'hui, j'en vois quand il y a des personnes qui disent oui c'est urgent s'il te plaît pour étudier, je dis écoute, il y a mon lien de coaching one-to-one si tu veux, réserve un lien. Et ça permet de filtrer aussi parce que finalement si tu t'engages à investir sur ton temps, toi, pour ton projet. Et en même temps, moi, je me vois, un lien de 150 €, et encore, je vois par rapport à ma valeur monétaire, c'est pas assez par rapport à ma force de frappe, juste pour me reposer. Moi, je me dis pour cette heure-là. Mais en même temps, ça peut te faire gagner beaucoup de milliers d'euros, et en même temps, ça peut t'alerter. On revient au cercle par rapport au projet promotion. C'est la même chose, c'est de l'investissement, mais c'est de l'investissement qui t'apporte. C'est un better call à Mani, c'est ça? Je sais pas, tu connais pas la ref peut-être, Better Call Us, pour ceux qui connaissent. Non, je connais pas. Je fais l'école. Très bien, c'est cool. Moi, je trouvais que c'était très intéressant. J'espère que vous n'avez pas écouté en x2 en vitesse parce que déjà qu'on a a beaucoup parlé et on parle vite. Non, mais en fait, je vais vous partager un truc par rapport au x2. Moi, j'écoute tout en x2 et parfois, je trouve x2, c'est pas assez. Et par contre, ça m'est arrivé une fois devant l'école de ma fille, un parent d'élève qui me parlait. J'avais envie de faire un bouton x2, s'il vous plaît. La conclusion, le nécessaire. Voilà. C'est les enfants qui me disent mais comment tu fais pour comprendre ce qu'il dit là? Je me concentre, je suis dans mon truc. Les mots-clés. C'est ça. Eh ben, merci en tout cas, Amani. Merci, Seb, pour votre participation. C'était le premier épisode avec des invités extérieurs. Une de nos éminentes membres, Amani. Bravo merci. En tout cas pour le parcours. Bravo pour merci. Le partage, la transparence. Le cercle, c'est ça aussi. Des gens, des hommes, des femmes qui se partagent, qui sont en toute transparence, en échange. Et c'est un peu comme ça toute la communauté, j'ai l'impression. Oui, j'adore. Dans le cercle pour ça. Il y a une bienveillance, une solidarité que moi j'apprécie beaucoup. Eh ben, merci à toi. Merci de partager ça. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou les gens qui auront écouté jusqu'à la fin? Parce qu'on n'a jamais fait des vidéos aussi longues. Est-ce que tu as un mot? En fait, moi, il y a deux choses qui m'animent au quotidien. C'est cherche l'évolution et pas la perfection. Okay. Il vaut mieux fait que parfait, parce que finalement, la perfection, voilà. Et en même temps, il vaut mieux pardon que permission. Et ça, je l'applique beaucoup aux enchères. Il vaut pardon que permission. Eh ben voilà, il vaut mieux faire que parfaire. Il vaut mieux faire. Et en fait, il vaut mieux évoluer que la perfection, parce que finalement, c'est relatif. Okay. Mais en même temps, pardon que permission. Et moi, je la vois. Ah, pardon, je savais pas. Et finalement, si j'avais demandé la permission, ils me disent non. Eh ben voilà, on va finir avec ces belles paroles. Sages. Belles paroles, je sais pas, mais en tout cas, je les applique beaucoup aux enchères. J'aime bien. Faire que parfaire, je le dis toujours. Alors, bon, même si j'ai du mal à l'appliquer des fois. Mais c'est comme ça. Merci à tous les deux. On se redit à très bientôt pour de prochaines vidéos MDB Talk. Les discussions entre les marchands de biens. On n'a pas parlé que de marchands, vous l'avez vu, de parcours, d'entrepreneuriat. Si vous avez des invités à nous suggérer, si vous voulez voir d'autres personnes, vous voulez voir des profils, n'hésitez pas à nous les dire, nous les donner. On les invitera sur des prochains podcasts. Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt.